Salut! Aujourd'hui au podcast, on a reçu Daniel Légaré, un homme d'exception avec plus de 30 ans d'expérience dans la planification d'événements. Dans le podcast, il nous expliquait un peu qu'est-ce que ça fait un planificateur d'événements, puis il nous a révélé tous ses plus grands secrets pour organiser un événement réussi. Bonne écoute! C'est comment tu as commencé à te toucher à l'événementiel? Honnêtement, ça date de vraiment longtemps. J'étais à l'école primaire, puis une professeure que j'ai adorée, et qui s'appelait Madame Glenn, et qui nous donnait des petits mandats. Mais plus tard, j'ai compris qu'elle voyait en nous certaines choses. Et puis, elle m'avait donné un mandat d'organiser un dîner à l'école. Ok. Puis j'avais organisé un dîner avec du poulet frit Kentucky. Alors, j'étais allé au magasin de Kentucky et bargainer un baril de poulet ou deux, là, puis quelque chose du genre. Fait que ça a vraiment débuté là. Mais ça, c'est inconsciemment. T'sais. Puis toute ma vie, après, ben, j'ai été une personne qui aimait organiser. Ça a débuté là, en fait. Là, OK. Puis, dans le fond, jusqu'à présentement, là, tu fais quoi présentement? C'est ton titre ou ton métier en ce moment, là, c'est quoi? ben là, actuellement, je suis copropriétaire d'une entreprise qui s'appelle Signature Démentielle, qui a eu deux noms et qui a vu le jour en 94. OK. Alors, depuis ce temps-là, puis on a une salle de spectacle aussi, tout ça, qu'on vient tout juste de vendre l'immeuble le 4 juillet. Et puis, Signature Démentielle, en fait, c'est une entreprise pour laquelle on organise des événements corporatifs et privés de tout acabit, là. Alors, que ce soit OK. un mariage, nomme les parties de Noël. OK, fait que depuis 94, la salle, si je ne me trompe pas, c'est en 2002. En 2002, effectivement. Ouais, Puis on a vous acheté avez l'immeuble en vendu, 2002. puis vous avez vendu ces 7 années. 2022, juillet 2022. OK, l'année. Oui, exactement. L'été C'est ça. passé. Il y OK. a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont depuis mon dîner Kentucky. Là. Ouais, parfait. Puis dans le fond, ça a été quoi tes débuts? Parce qu'il y a un gap entre Ouais. planifier des événements complets puis organiser un dîner poulet frit Kentucky. Là. Ouais. Mais ton parcours entre ces deux éléments-là, ça ressemble à quoi? Là? Ben, en fait, évidemment, j'ai fait mon primaire, secondaire et tout ça. Par la suite, je suis allé au collège et j'ai fait mes études au collège et tout ça. Entre ça, je travaillais et toutes sortes de petits travails là, que on peut retrouver tout le monde. À l'âge de 17 ans, j'ai décidé avant d'embarquer dans l'aventure du travail et de la vie normale, je suis parti presque 20 semaines au Mexique. Alors, je suis parti en autobus jusqu'à Fort Laredo, de Fort Laredo Tout ça? en vélo. Oui, je suis parti tout seul, mais OK. ça n'a pas été long. Là. De Fort Laredo, frontière du Mexique. Après, j'ai fait 12 semaines au Mexique, mais en vélo. OK. Alors, c'est ça, ça a été ça. Fait que quand je suis revenu, là, j'ai commencé à travailler, en fait, en comptabilité OK. pour, disons, ça s'appelait Christophe Arrow dans le temps. C'était des voitures anciennes et tout ça, tu sais. Mais j'étais là, c'était pas un domaine que j'aimais vraiment, là, même absolument pas, là. OK. Alors, je suis parti de là. Puis de là, après, j'ai appliqué sur un poste au gouvernement fédéral OK. et pour lequel j'ai fait pas mal toutes les étapes là, au niveau informatique. Alors, je suis entré là, saisie de données, pas saisie de données, excuse-moi, plutôt, il appelait ça le contrôle de la qualité, un peu de la mécanographie, par la suite, opérateur d'ordinateur. Après ça, je suis allé en recherche et développement, télécommunications, analyse et tout ça. J'ai enseigné, mais malgré ça, j'ai quand même toujours organisé des choses. OK. C'est un peu de là que c'est parti, là, OK. officiellement. OK. Puis dans le fond, c'est quoi les raisons que tu fais ce métier-là? As-tu une grande raison un peu plus abstraite ou c'est quoi qui te passionne? C'est quoi qui te motive à faire ce métier-là? Ben, en fait, j'ai découvert au fil des années que j'avais vraiment, disons, le tempérament d'un entrepreneur. Alors, j'avais plein d'idées et puis c'est ce que je voulais mettre de l'avant. Moi, j'avais un poste qui était vraiment très intéressant en Migration Canada, puis pour lequel je me plaisais, sauf que
J'étais en recherche et développement, puis il s'est passé un petit détail pour lequel c'est devenu très, très, très politique et je me plaisais plus du tout. Alors, à l'intérieur d'un an, disons que j'étais extrêmement démotivé, puis c'est pas moi, c'est démotivé. Quand je suis démotivé, je fais autre chose. Et puis, à partir de là, j'ai décidé, j'organisais des choses quand même parce que au niveau de mon travail, j'avais des copains qui étaient dans le domaine de la musique. Et puis même là, je m'occupais en partie d'organisations diverses. Là. Quand j'étais... Du booking ou Non, juste non, non, je d'organiser parle des quand shows? j'étais au gouvernement. J'ai OK, commencé OK. à organiser des choses, que ce soit des parties, toutes sortes de choses du genre. Et il y avait, effectivement, pour revenir à ça, le booking, j'avais des copains qui travaillaient avec moi, qui eux autres étaient dans le domaine de la musique, entre autres. Tu sais, un au théâtre, puis quelques-uns dans le domaine de la musique. Et eux autres, ils revenaient souvent le lundi matin, ils étaient partis faire une gig. Une gig, c'est un contrat. Alors, puis ils revenaient, puis je sais pas, on va dire que ça leur donnait 1000 $, mais ils revenaient avec 400$ en poche, tu sais, puis ça demandait comment ça se fait que ça me coûte 600$, puis c'est quoi? Parce que c'est des artistes, alors disons que sans vouloir faire être méchant ou quoi que ce soit, c'est plutôt que, disons qu'ils sont plus artistes que comptables. Ouais. Alors, pour la plupart. Et puis, d'ailleurs, c'est plaisant parce que c'est justement, c'est ça qui est important, qui peut se créer. Là. C'est de Ouais. là qui Faut qu'ils se concentrent là-dessus. se concentre là-dessus. Alors, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à m'occuper d'un ami, entre autres, et pour lequel je trouvais ça super intéressant. Puis là, il n'était pas vraiment, au niveau de la musique, il était très organisé, mais au niveau de se vendre, il n'était pas organisé. Alors, on a créé un démo. Puis là, il y avait plusieurs choses qu'il faisait, mais au lieu de vendre, exemple, l'ensemble de ce qu'il faisait, bien, on a, disons, sectorié, disons, des concepts à l'intérieur de ce qu'il faisait. Alors, on avait plusieurs concepts à vendre. Donc, le même client pouvait acheter plusieurs concepts dans l'année au lieu d'acheter une fois Show, ouais. un show, exactement. Alors ça, c'était vraiment le fun. Fait qu'on se retrouvait avec 15-20 clients, puis là, ben, il y avait son année de booking. OK. Alors c'était super le fun. C'est à partir de là. Puis je sais que tu as eu une grosse période de booking. Là. Oui. Je me rappelle que toi et Sylvain, qui est ton Ouais. partenaire, là, vous m'aviez dit qu'il y a un moment donné, c'était plusieurs shows. Mhm. Vous aviez combien de bandes à peu près Ben, que vous gériez? juste avant d'arriver au band, tu as nommé le nom de Sylvain. Ça, c'est Ouais. très important parce que Sylvain travaillait avec moi. Et lui aussi est un peu désabusé par rapport à la politique et différentes choses. Là, tu sais. On n'était pas politisé, mais en quelque part, les décisions politiques, ça devenait difficile. C'est important, c'est pas un jugement, mais c'est quand même une réalité. Alors, de là, on est parti. Sylvain, qui est comme mon frère, c'est mon meilleur ami. Alors ça a été une source de motivation aussi pour moi parce que je suis parti avant lui. J'ai fait OK. 1 an, j'ai ouvert la première entreprise et Sylvain, ben, 1 an après, ben, il est venu se joindre à moi. Alors, puis là, on a créé une maison de production pour laquelle on faisait du booking. Alors, c'est du booking, c'est que là, on avait un band, 2 bands, parce que quand tu réussis à en faire un, puis tu bookes le band, disons, à plusieurs, tu sais, au maximum de ce qu'il veut, bien, c'est évidemment, les autres sont pas un peu jaloux, mais sont curieux. Ils disent, hey, c'est qui ça? Qu'est-ce qui fait ça? Puis pourquoi? Comment ça se fait que tu es booké tant que ça? On peut-tu les connaître? Alors, ça a débuté comme ça. Un moment donné, on avait pas loin de 200 bennes qu'on parle de, Ah ouais, OK. qu'on bookait de façon régulière. Pas les 200 à l'année, mais on avait, disons, une banque de données très importante, là, d'artistes reconnus, des hommages, toutes sortes de choses. Tu sais. Alors, ça fonctionnait vraiment très, très bien. Tu sais. On a débuté des festivals que je vais taire le nom parce qu'il y en a encore qui fonctionnent aujourd'hui, puis pour toutes sortes de raisons, ben, on va taire ça. Et ça a parti de là. Alors, Sylvain a démissionné. Moi, ça faisait 1 an, c'est joint à moi. Alors, on a débuté le bureau chez moi, sur le coin de la table, pour commencer. Mais le coin de la table, ça n'a pas été long que c'est devenu un bureau en haut au 2e. Puis même encore là, on partageait un bureau. Alors, on a descendu au sol, on a fait un appartement. OK. Et c'est à partir de là. Alors, puis si je recule dans ces années-là, évidemment, les ordinateurs, c'était tous des stand-alone. Alors, tu sais, les réseaux commençaient et tout ça. On n'était pas sur Internet. Donc, acheter un ordi, ben, c'était un investissement de 4-5 000 $, incluant l'imprimante et plus MS Office, dans le temps qui était Windows et tout Ouais. ça. Alors, ben, ayant un background informatique, ça a été relativement facile. C'est juste au niveau monétaire qui n'était pas facile, tu sais, parce que avant de débuter l'entreprise, on s'entend que ça coûte pas mal de sous là, pour t'organiser. Là.
Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on faisait du booking d'artistes dans divers bars. On avait plein de clients partout au Québec, Nouveau-Brunswick, un petit peu en Ontario. OK. Alors, ça a été ça. OK. OK. Puis là, dans le fond, tu as fait du booking, tu as acheté la salle. Est-ce que tu faisais encore du booking? Oui, mais disons, entre ça, avant d'acheter la salle, ça c'était en 2002. Alors, de 94 à 2002, évidemment, c'est passé beaucoup de choses. Alors, on a signé quelques artistes, des artistes émergents et tout ça. Et puis, on a décidé, en 2002, il y avait un immeuble qui était disponible dans notre région. Alors, cet immeuble-là, écoutez, n'était pas laissé à l'abandon, loin de là, parce que je ne veux pas être insultant pour les gens qui l'avaient, mais disons qu'elle a besoin d'amour. Ouais. Alors, nous, on a eu une idée de fou. On s'est dit, hey, on est dans le milieu, ce serait super le fun. On prend cette place-là, puis on l'arnipe avec deux labras. Et puis, on en fait une salle de spectacle. Alors, pendant 20 ans, ça a super bien fonctionné. Évidemment, disons, l'avant-pandémie, puis à la pandémie, ça a été un peu plus difficile, même extrêmement difficile. Ouais. Alors, n'ayant pas le droit des subventions, des choses du genre. Donc, c'est sûr ça nous a coûté beaucoup d'argent. Mais entre ça, le booking, on a fait du booking, puis après ça, organisation, on s'est lancé pas mal plus dans le corpo. Organisation, planification, organisation d'événements et tout ça. En quelle année à peu près, ça? Ça a débuté plus, on va dire, autour de 2000 à peu près. Là. 2000. 99-2000, là, on a débuté vraiment les corpos. OK. Du booking, on n'en faisait plus. OK. Alors, Fait que ça, c'était avant d'acheter la salle. Oui, c'est ça. Mais OK. pour... Tout s'est fait pas mal en même temps. Oui, mais il y a eu un cheminement. Il y a eu quand même une évolution. Tu sais, au départ, ça a été du booking, maison de production, booking. Par la suite, on continue un peu à faire du booking, mais plus, on s'est aperçu que c'était la planification d'événements qui nous intéressait. OK. Alors, ça a été ça. OK. C'est quoi t'aimes le plus dans ton domaine? En fait, c'est quoi t'aimes le plus, c'est quoi t'aimes le moins? Les deux extrêmes, je te dirais. Là. Mm-hmm. C'est une méchante bonne question. Je vais dire ce que j'aime le plus, c'est vraiment tout. OK. J'aime vraiment, vraiment, vraiment tout. Tout ce qui touche l'événementiel, j'adore ça. Ce que j'aime le moins, et je ne suis pas une personne qui est, disons, stressée, mais quelques jours, on va dire une semaine ou quelques jours avant l'événement, j'ai toujours un certain stress. Un stress que j'ai appris à gérer au fil du temps. Mais ce qui me stresse, en fait, c'est que lorsque je rencontre un client au départ, puis que j'organise, puis je planifie un événement avec le client, puis qu'il y a une évolution, parce que souvent, ça se prépare 1 an d'avance, là, et dans la majorité du temps, moi, je ne vends pas de l'air. Ce que je lui vends, c'est vraiment un concept. Ouais. Alors, le concept, quand je lui vends, puis qu'il me manque un élément, c'est facile de remplacer un élément, mais quand tu as vendu un concept, c'est pas facile de remplacer un élément. Et remplacer un élément, mais écoute, on n'est pas à l'abri qu'il pourrait y avoir... Pardon? Une bad luck. Effectivement, disons, une mauvaise chance, là, il pourrait y avoir une maladie, whatever. On a vécu une, entre autres, qui a été... j'en ai vécu 2 dans toute mon histoire, puis une, entre autres, si on a le temps, je peux peut-être t'en parler rapidement. OK. Ben alors, en fait, c'est un mariage. Et ce mariage-là, évidemment, le DJ, parce que moi, quand je vends le DJ, ils connaissent le DJ. C'est-à-dire que je présente le DJ, on rencontre, réunion d'opération, tout ça. Sauf que puis c'est un DJ que je travaille avec depuis très longtemps, parce qu'on en a plusieurs, mais dont celui-là, à ce moment-là. Puis ça s'est passé, disons, autour des années 2000. OK. Et... le samedi matin, à ce moment-là, évidemment, Internet commençait et tout ça. Donc, on faisait encore, il n'y avait pas de clé USB. Alors, c'était sur des disquettes ou whatever, là, toutes sortes de formats qu'on pouvait avoir. Fait que je brûlais des CD avec les tunes, puis ainsi de suite et tout ça, pour les tunes de mariage, alors que j'avais remis à mon DJ. Et le vendredi, le samedi, c'est le mariage, mais le vendredi, tout est beau. Je fais tout là mes petits spot checks, là. Et mes rappels, en fait. Puis le samedi matin, j'arrive à l'événement, puis moi, je suis une personne extrêmement organisée, tout le monde a l'horaire et tout ça. On arrive à l'événement pour se préparer. À 9 h, on l'appelait Dédé. Dédé n'est pas arrivé.
que c'est pas normal. Il se supposé être là à 7 heures, puis c'est absolument pas normal. Alors, j'attends un peu. Et finalement, vers 10h30, je reçois un téléphone qu'il y avait un roadies, que je ne sais pas comment appeler ça, mais un aide, en fait, là, tu sais, un roadies, qui, lui, il travaille toujours avec Dédé. Il m'appelle en panique. Il dit, écoute, je viens d'arriver, je suis arrivé un matin chez André, puis chez Dédé, et je l'ai trouvé mort. Alors, il est mort d'une maladie naturelle. Tu sais, lui, il n'a pas de drogue, de boisson, ça n'a aucun rapport. Là. Maladie naturelle, il est mort le matin. D'ennui, là. Il est mort d'ennui, exactement. Fait qu'il est arrivé chez eux à 7 h le matin, pour, comme d'habitude, pour aller le prendre, aller le chercher, puis s'en venir, tu sais. Et il est mort. Là, c'est comme, c'est extrêmement triste, c'est un ami, tu sais, en même temps. Oui, tu as la charge émotionnelle, là. Tu t'es engagé avec le client à quelque chose, mais c'est quand même quelqu'un que tu connais qui vient de mourir. Là. Exactement. Puis là, puis je suis très, très, très humain. J'ai une grande profondeur, mais the show must go on. Hein? Ouais. Alors, parce qu'on a un mariage, eux autres, ça fait 1 an qu'ils le préparent et tout ça. Puis là, moi, je suis mêlé avec les émotions. Et là, je teste ça parce que c'est pas le temps de dire aux mariés, écoutez, là, on a un problème. Alors, j'ai réussi à la dernière minute de mouver mon monde et tout ça, tu sais, de déplacer. Un DJ qui vient remplacer, mais lui, il fait du mieux qu'il peut pour le niveau de la job, mais on fonctionne par CD. Alors, puis c'est, en principe, c'est de là que je me suis encore plus organisé, d'avoir des copies, ainsi de suite et tout ça, tu sais. Et là, lui arrive avec son équipement, mais là, on n'a pas la copie, on n'a pas le CD. C'est CD, on parle, on n'est pas en 2023. Ben, exactement. On n'est pas années 2000. C'est ça, on n'est pas en 2023. Et là, finalement, lui, il a fait la job, très bonne job et tout ça, sauf qu'il y a quelques éléments qui n'ont pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Et le lundi matin, la cliente m'appelle pour me dire, Daniel, ça a été super, mais le DJ, c'était pas lui, je suis pas contente. C'était pas celui qu'on s'attendait, je suis pas contente. Et puis, c'était pas vraiment exactement comme on s'était dit. C'était correct, mais pas plus que ça. J'aimerais avoir un rabais. À ce moment-là, elle sait-tu que non. OK, elle ne sait pas encore. Ben non, je voulais pas. Surtout pas avant et pendant le mariage, pas le temps. Elle a autre chose à vivre que ça. Là, tu sais. Pas que c'est pas important. Là, tu sais, excuse-moi, André, mais c'est ça. Tu sais. Ouais. Et puis, là, je lui dis, écoute, là, je comprends, mais tu n'as rien vu. Là, j'y explique la situation. Aucune compassion. Elle voulait juste un rabais. Elle veut son rabais. Elle voulait un rabais. Alors, c'était ça. Ça, c'est une petite anecdote que, disons, c'est arrivé 2 fois dans ma vie, tout ça, là. Puis la deuxième fois, il y a eu énormément de compassion et tout ça, là. Puis c'est arrivé comme, là, 2 ans, peut-être, là. Et c'est ça. Ça a été une anecdote, celle-là. Je me sens encore plus organisé. J'ai souvent des backups et tout ça, là, pour essayer de pallier à tout ça. Parce que quand tu vas aller animer, ton MC, ton maître de cérémonie qui connaît tout de A à Z, à la dernière minute, ça se peut qu'il y ait petits éléments qu'il n'aura pas en main. Là. Alors, ça a été ça. Fait que ça a été, disons, c'est une des choses c'est pourquoi que je suis stressé la semaine d'avant, disons. Quand je dis c'est un stress qui est totalement gérable pour moi, mais c'est des petits éléments comme ça qui viennent me déranger dans la dernière semaine. Qu'est-ce qui peut arriver là? Ouais, tout le temps le petit stress pour que tu sois sur ta game, on va dire. Là. Exactement. Faut que tu sois sharp puis que tout soit parfait. Là. Exactement ça. Good. Dans le fond, là toi, tu es planificateur d'événements. Explique-moi si ça consiste à quoi ton travail, mais plus précisément, ça répond à quel besoin. Fait que tu planifies des événements pour du monde, mais eux autres, c'est quoi leurs besoins qu'ils vont t'approcher? Mais disons que je pourrais catégoriser on pourrait aller plus loin que ça, là. Il y a des sous-groupes et tout ça, mais il y a 2 groupes, en fait. Il y a, disons, le corpo, puis les mariages. Ouais. Alors, oui, un mariage, c'est un corpo, mais pour moi, c'est pas le même type d'organisation. Les 2 sont très, très demandants. C'est similaire, mais il y a quand même des attentes différentes. Alors, pour donner un exemple, disons que lorsqu'on m'approche, ou parce qu'on fait quand même notre côté marketing, on fait quand même de la promotion et tout ça, là,
Et puis, quand on va sur un événement, carte d'affaires, et ainsi de suite, on beaucoup de visuels. Alors, les gens, s'ils aiment, ben, ils prennent les cartes d'affaires, puis ils te rappellent. Ouais. Alors, les mandats, moi, c'est dans un premier temps, je vais rencontrer au téléphone, je leur jase, à savoir, bon, qu'est-ce que vous faites comme événement, quand et tout ça. Et à partir de ça, on se donne un rendez-vous et je rencontre les personnes décisionnelles. C'est extrêmement important. Jamais je vais rencontrer seulement une personne qui veut me voir avant qu'on parle aux personnes décisionnelles. Moi, je ne crois pas à ça, absolument pas. J'ai pas vécu des super belles expériences de ce côté-là. Ah, puis la majorité du temps, quand tu parles pas aux personnes de décision, ça finit jamais à quelque part de bien. Exactement. Ben, je voudrais pas dire que ça finit jamais sans que ça soit bien, parce que ça se peut. Parce que je veux pas généraliser, même si je pense que tu as raison, là. C'est assez rare. Mais c'est assez rare, effectivement. C'est souvent une perte de temps, puis il n'y a personne de malhonnête là-dedans. Ouais. C'est juste que des fois, ils sont 8 à chercher, puis là, ben, c'est celui qui va parler le plus et qui va être le meilleur vendeur. Pas de nous, c'est quelqu'un d'autre qui va te vendre. Puis c'est ça, le jeu du téléphone. Là, tu sais, Ouais, tu dis, souvent, c'est des erreurs de communication. Exactement. L'information, elle ne se rend pas à la bonne personne. C'est pas la bonne information. Fait que quand tu parles aux personnes de décision, ben, c'est exactement. déjà... Puis aussi, ben, il y a une question à savoir, quand tu rencontres une personne, il y a une connexion qui se fait. Tu sais. Ouais. Alors, autant de notre côté que du côté du client. Alors, c'est important que de mon côté, que je ressente que hey, c'est le fun, on va travailler avec quelqu'un de le fun, avec un groupe le fun, tu sais, pour lequel ils ont de l'ouverture, où ils savent ce qu'ils veulent, où on va, on croit à leur événement. T'sais. Autant qu'eux, ils nous rencontrent, puis ils vont dire « Hey, c'est le fun, là, t'as peu, là, je rencontre l'individu est le fun et j'ai confiance. » Alors, dans toute relation, il y a un climat de confiance qui doit s'installer. T'sais. Ça, moi, je crois à ça au plus haut point. S'il n'y a pas ça, j'aime mieux déménager. Alors, c'est bien important pour moi, là, autant pour Sylvain que pour moi. Parce que quand je parle pour moi, je parle pour Sylvain aussi, là, Alors, à partir de là, je rencontre le client, puis par la suite, ben là, on jase de l'événement, des objectifs, et on détermine quand, quoi, comment, les groupes d'âge. C'est ça. Fait qu'on parle de ça, on pourra peut-être élaborer un petit peu plus tantôt. Le global. Là. Mais Mhm. si on sépare, on va dire corporatif puis mariage. Là. Oui. Corpo, on va dire c'est quoi leurs besoins. Puis mariage, est-ce que c'est des besoins différents, c'est des besoins communs? Ça va tourner autour de quels aspects pour chacun des deux? Bien, si on parle d'un corpo, dans un premier temps, il y a plein de sous-groupes dans les corpos. Ça pourrait être un party de Noël, ça pourrait être une rencontre d'employés, ça pourrait être un remerciement pour des partenaires, un remerciement pour des clients, une grosse entreprise que j'ai faite, disons, en début d'année, qui, eux, voulaient remercier les clients de 100 000 et plus. OK. Alors, on s'entend que l'événement, il y a peut-être 80, 100 clients pour lesquels il veut remercier. C'est des clients qui sont là de longue date. Alors, il peut y avoir, dans du corpo, il pourrait y avoir du protocolaire, remise de prix, whatever, des OBNL, exemple, des organisations sans but lucratif qui font des levées de fonds. Alors, il y a un paquet de sous-possibilités pour du corporatif. Dans le corporatif, on pourrait inclure aussi les mariages, mais je le dissocie totalement parce qu'un mariage, c'est beaucoup plus spécifique. Beaucoup plus spécifique, bien évidemment, un mariage, c'est deux individus, que ce soit homme-homme, femme-femme ou couple hétéro, pour lequel ils se marient. Alors, en principe, c'est leur événement de l'année, pas de l'année, mais de leur vie. Oui. En principe, ils le font une fois dans leur vie. Et Puis, en principe, mais je peux dire que ça arrive. Tout le monde travaille fort pour que ça soit ça. Évidemment, c'est pas toujours facile, hein, la vie de couple, mais alors, ils l'apprennent après. Mais ils l'apprennent en chemin. Et à partir de ça, ben là, il y a vraiment plein d'éléments. Là, l'aspect décoration, c'est à peu près la même chose qu'un corpo, mais encore plus détaillé. Et souvent, les gens qui se marient n'ont pas vraiment d'expérience dans l'organisation d'événements. Alors, l'approche est totalement différente. Disons, dans notre cas, on travaille un peu à l'envers de tout le monde, c'est-à-dire que je m'explique, quand on rencontre un couple, on va leur demander plusieurs questions, là, mais au départ, à savoir, vous attendez un budget de combien approximativement? Puis là, on ne négocie pas, là.
c'est quel est votre budget? Ouais, au lieu de décider, je veux ça, 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 puis la facture s'accumule, on arrive à la fin à un Exactement. montant. Là, on travaille avec quoi? Puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on est capable. Absolument. Alors, on travaille avec quoi? Écoute, il y a un cheminement pour arriver à ça, là. Mais par contre, on travaille avec quoi? Combien de personnes? C'est quand? Quoi? Comment? De quelle façon vous voulez le faire? C'est quoi l'objectif? Je ne parle pas de l'objectif, c'est un mariage, évidemment, mais l'objectif Les dans la attentes, là. rencontre, les attentes, exactement. C'est quoi vos attentes? Et à partir de ça, si vous me dites qu'on a 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, avec ce que vous nous dites, bien, je vais être en mesure de vous dire, bien, oui ou non. Tu sais, je sais pas, moi, vous voulez avoir un traiteur avec un repas de type moléculaire. Tu sais, ben, on sait que ça va être du 150 à 200 par personne, là, tu sais, avec un 6, 7, 8, 9, 10, 11 services. Alors, tu sais, ça va vite, là, sans inviter, on va aller au minimum à 100 on est tout de suite à 1000 là, tu sais, à 10 000 10 000, ouais. excuse-moi. Là. Alors, c'est Juste pour le traiteur. seulement pour le traiteur, puis il y a même d'autres frais autour de ça, parce qu'on n'a même pas parlé de couverts, de type Ouais. de coutellerie, ainsi de suite et tout ça. Alors, c'est ça. Fait que c'est comme, pour un ordre de grandeur, c'est important de connaître l'ordre de grandeur. Puis par la suite, aussi, l'approche qui va être un peu différente, c'est on va faire un genre de brainstorming, un remue-ménage avec ces gens-là. C'est-à-dire que c'est quoi vos rêves les plus fous, là? Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne coupe rien, là. Comprenez? Ouais. Dites-moi ce que vous voulez. Puis après ça, c'est moi je suis habitué, je vais vous faire une proposition écrite, sans engagement, à bonne et due forme, dans la semaine qui suit, et je vous la présente à partir de ce que vous me demandez. Alors, puis si on dépasse, bien, on va couper. Alors, on verra ce qu'on peut couper. Alors, on est mieux de ne pas se retenir au départ. Vous pouvez penser que ça va vous coûter trop cher, puis dans le fond, bien, peut-être que ça ne coûtera pas trop cher. Ouais, puis tu sais, t'es professionnel, tu sais où chercher pour essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, là. Fait que, Exactement. tu sais, quelqu'un qui va partir sa recherche toute seule saura pas nécessairement que telle personne a tel rabais à tel moment ou que a un prix extrêmement compétitif parce que c'est une période de l'année qui est un peu plus morte ou des affaires Effectivement, comme ça, là. il y a plein d'éléments à considérer. Alors, effectivement, ça fait partie de notre travail, là. Et c'est ça. Fait que donc, tout simplement pour vous dire que il y a vraiment deux aspects différents. On parle du corpo, puis on parle, dans le corpo, comme je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités. Et au niveau de l'autre type de corpo, qui est les mariages, bien ça, c'est autre chose aussi, là. Le mariage, c'est, disons, un peu plus, beaucoup plus de minutie, là. Pas qu'il n'y en a pas de l'autre côté, mais il y a énormément de minutie, là. OK, Alors, OK. Puis, selon toi, là, qu'est-ce qui fait qu'un planificateur est bon versus un planificateur qui est moins bon? On va dire ça de même. ben, moins bon, je ne le sais pas. Mais bon, ça prend quelqu'un qui est, dans un premier temps, qui a une grande ouverture d'esprit, énormément d'écoute, et une personne... Puis là, je ne suis pas là à me lancer des fleurs, là. Je veux vraiment être clair, parce que j'y crois vraiment, là. Les gens qui m'entourent, c'est important qu'ils soient allumés aussi, qu'ils soient allumés à ce niveau-là, qu'il y ait énormément d'écoute, de la créativité, et essayer de vulgariser, comprendre ce que le client va avoir. Quand je parle, tu sais, quand on parle de protocole de communication, là, ben, protocole de communication, c'est dépendamment avec qui tu vas discuter. Il faut qu'on ait un protocole, tu sois capable de prendre le protocole, c'est-à-dire que toi, ce que tu veux dire, que tu puisses le vulgariser en fonction que ton interlocuteur va le comprendre. Ça, c'est la première des choses, puis d'établir un lien de confiance, une relation. Tu sais, pas être fake, être ultra honnête. Oui, je peux faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Puis quand tu écoutes, il ne faut pas discuter tout de suite. Il faut vraiment écouter. Pas juste entendre, écouter. Puis, prendre tout ça, faire un petit wrap-up de tout ça, synthétiser et arriver à la fin avec le client, de dire, écoutez, ce que j'ai compris, voici ce que j'ai compris, synthétiser, leur faire part de votre compréhension. Avez-vous des questions autour de ça? Non? Parfait? Oui? OK? Et après ça, aller faire ta proposition. Alors, pour moi, un planificateur, c'est vraiment quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va coordonner et qui va vraiment être les yeux, les oreilles et les bras pour
les 2 ou 3 personnes ou le groupe ou le comité, whatever, qui va être là, qu'eux vont se dire « Hey, attends un peu, là, on est en confiance. » Il ne fera pas ça comme il veut, il va faire ça comme on le veut. Ouais. Alors, c'est vraiment ce qu'un planificateur doit avoir comme qualité pour moi. Il y en a plein d'autres, là, mais entre autres, celle-là. Là, tu sais. Et aussi, une chose importante, c'est qu'il va aller chercher le maximum de services pour un minimum de prix, pour un coût minimum. Ça, c'est ultra important. Ça, c'est pas facile à faire. Oui, puis souvent, ça va y aller avec les relations, là, aussi, ou ton niveau de contrat que tu fais, le volume. Reste que quand tu es planificateur, comme qu'on le fait, nous, on a des relations avec nos fournisseurs où est-ce qu'on va être capable d'aller chercher de la meilleure qualité ou un prix moins élevé pour un même service. Là. Absolument d'accord. Fait que c'est pas n'importe qui va contacter ce fournisseur-là qui va avoir accès à ce rapport qualité-prix. Là. Exactement. Planificateur, lorsqu'il va être à la recherche de fournisseurs, parce que déjà, exemple, dans notre cas, signature démentielle, on a déjà plein de partenaires. Par contre, on est ouvert à d'autres partenaires, il n'y a aucun souci avec ça. Lorsqu'on recherche un partenaire, il y a une façon d'une approche. Tu ne négocies pas pour le prix. Ouais. Tu vas négocier pour le type de service. Après ça, on va négocier, on va dire, regarde, moi j'ai ça de budget. Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Ouais. Tu comprends? Alors, on négociera jamais pour le prix, mais absolument jamais. Ouais. C'est comme tu ne prends pas un fournisseur parce qu'il est moins cher. Idéalement, non. Non. Jamais. Ouais. Si on fait ça, on a beaucoup de chances de se river le nez au mur. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire que ça va foirer la journée de l'événement, mais tu augmentes ton risque considérablement. Absolument. Good. Ensuite, tes planificateurs, là, contrairement à un photographe, tu n'as pas un appareil photo avec toi, là, mais c'est quoi l'équipement que tu utilises? Là? C'est quoi ta méthodologie de travail ou ça va ressembler à quoi tes outils de travail? Bien, mes outils de travail, en fait, sans être archaïque, moi, le crayon papier existe encore. Par contre, je suis très technique, là. Tu sais, la technologie, pour moi, est très importante, là. Alors, évidemment, tout est informatisé, numérisé. J'utilise un iPad, téléphone, à la fine pointe de la technologie, là. Et à tous les jours, j'apprends, là. Tu sais. Et il y a des jeunes qui poussent, puis qui me font apprendre. Je parle de toi. Oui. C'est ça. Malgré que mon background en informatique m'aide énormément, mais je vais te le dire, pour ton âge, tu es très bien organisé. Bien, merci. Pour mon âge, qu'est-ce que tu veux dire pour là? Sans vouloir être insultant, mais pour vrai, c'est pas tout le monde qui est à ton âge sur une structure autant au niveau personnel qu'organisationnel. Là. C'est sûr que quelqu'un qui est dans une grosse organisation, il va avoir une structure déjà d'établie, mais être structuré, là, ça n'a même pas de sens. Là. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi structuré et d'organisé. Bien, merci. Tu me disais depuis que tu as commencé, là, des dossiers que ça fait 10 ans que tu as fait, que tu es capable d'aller rechercher, il faut être bien organisé. Là. Oh, absolument. Oui, toute ma vie, pour moi, ça a été comme un atout important. J'ai besoin d'être organisé. Ça, c'est mon petit côté paresseux. Parce que ce que je veux dire, c'est la personne qui est le plus grand travaillant au monde. Moi, je me considère une personne qui est extrêmement travaillante. Là. Je suis une bête. Ouais. Sauf que je suis aussi le plus grand paresseux. Pourquoi que je dis ça, le plus grand paresseux? C'est de façon positive. C'est que pour être paresseux, tu dois t'organiser, tu dois être très structuré et prévoir les coûts le plus possible. Quand on dit les prévoir, c'est pas nécessairement imaginer ou dire écoute, il va se passer ça là, au cas que. Non. Tu essaies de prévoir tous les coups, tu regardes comme dans, je sais pas, mais il peut se passer le plan B, plan A, plan C, plan D. Il y a toujours un plan A, mais il peut se passer des choses. Alors, qu'est-ce que je fais si ça arrive? Ah, je m'en vais là. Tu sais, c'est d'avoir des pistes de solutions. Alors, pour moi, ça, c'est ce qui fait que comme j'ai déjà discuté avec toi et plusieurs personnes, moi, le soir, là, quand je me couche, je dors. Puis quand je quitte le bureau, je pense plus au travail. Ce que je veux dire par là, c'est pas que je pense plus au travail. J'y pense encore. Mais le fait d'être structuré, organisé, moi, là, mon sac, là, il est prêt. Mon ordi est prêt. Mes dossiers sont prêts. Tout est sac USB, sur mon iPad, whatever, ce que j'ai de besoin. Et tout est là. Tout est logué. Alors, quand je quitte le bureau, mon bureau est organisé, il est placé.
Je quitte le bureau à 5 heures, exemple. Là. Ben, c'est placé. Je n'ai pas à me casser la tête. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour le lendemain. Ça m'a pris 15 minutes à m'assurer de ça avant de fermer mon bureau. Oh, ouais. Alors, c'est ça. J'ai toujours été comme ça. Moi, Ouais. fermer un dossier, il se passe, je rencontre un client, je vais aller documenter mon log, je vais prendre les 30 secondes qu'il faut pour le documenter parce que, comme tu m'as dit, je peux revenir 10 ans en arrière, puis dans mon log, il est inscrit. C'est inscrit, Oh, oui. je ne perdrai pas. Tu sais, tu peux pas nécessairement avec ton ordi dans ton bureau, là, mais tu en as besoin chez un client ou est-ce que tu as juste ton téléphone, tu es capable d'aller le chercher, tout est connecté, tout est. Exact. Fait que, tu sais, c'est rendu une évidence souvent pour les plus jeunes, mais Oh, oui. c'est une technologie qui était pas là quand toi, Non. tu as commencé à te structurer. Fait que, tu sais, de s'adapter, c'est quand même impressionnant. Puis dans les outils de travail aussi, en tant que planificateur d'événements, moi, de mon côté, le déroulement, c'est la Bible, on va dire, de l'événement. Là. Ça, c'est un des outils de travail, mais explique-moi comment tu utilises ton déroulement, à quoi que ça va ressembler, puis c'est quoi l'importance du déroulement sur tes événements. Écoute, comme tu dis, le déroulement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la Bible, mais c'est un élément crucial. On part de là. Pour monter un déroulement, on pourrait travailler 3 semaines, 24 heures par jour, à préparer un déroulement, puis on n'y arrivera pas correctement si on ne l'a pas organisé avant. Ouais. Alors, exemple, que ce soit un mariage ou un corpo, pour arriver au déroulement, évidemment, j'ai développé des petits questionnaires qui sont extrêmement simples en fonction du type d'événement qu'il va y avoir, du type de corpo. Exemple, un mariage, ils ont 11 questions. Les 11 questions, plus simple que ça, tu meurs. Mais ça les fait réfléchir. Il faut répondre en profondeur, il ne faut pas répondre en surface non plus. Là. Non, exactement. Effectivement, sauf que c'est des questions qui, souvent, ils ne réalisent pas, mais est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce que vous mariez à l'église? Oui. Est-ce qu'il y a des filles, femmes, filles, garçons d'honneur? Vous entrez comment? On se marie où? On le fait. Est-ce qu'il y a une table d'honneur? Est-ce qu'il y a une présentation de la table d'honneur? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'on fait la jarretière? Ainsi de suite. Là, que tous les rituels, toutes les choses qu'il peut y avoir. Ils doivent répondre à ça. Puis je vais dire, écoute, il n'y a même pas... Je le fais sur 2 pages, mais ça pourrait fitter sur 1 page. Sauf qu'ils ont tellement de choses à penser que ça les fait réfléchir du début à la fin de l'événement. Et par la suite, lorsqu'on répondait à ces questions-là, avec notre aide, évidemment, je leur explique et je les laisse seuls. 2, 3 semaines tout seuls. Ils m'appellent quand ils veulent pour avoir des précisions. Oui, parce que surtout dans le cas d'un mariage, peut-être que les deux n'ont pas le même point de vue sur comment ça va se dérouler. Exactement. Fait que ça leur laisse le temps de... Exactement. Puis de là, lorsque j'ai par la suite les réponses au questionnaire, là, je peux préparer un ébauche de déroulement. L'ébauche de déroulement va se faire, exemple, dans le cas d'un mariage, exemple. Là. Mais ça va être du début le matin. Exemple, à 7 heures, l'équipe arrive, je parle de l'équipe de SDC, signature démentielle, arrive pour que la salle soit prête. Le fournisseur, c'est-à-dire de la salle, a déjà un plan de salle qu'on lui a fourni, qui a été approuvé par les clients, par nous et par les clients, et qui est approuvé par eux aussi. Chacun des partenaires ont aussi le même déroulement. Et ce déroulement-là, évidemment, quand je présente le déroulement, au lieu de rencontrer le client, j'exagère à peine, là, si je recule très, très longtemps en arrière, on pouvait avoir facilement, exemple dans le cas d'un mariage, une douzaine de rencontres. Okay. Une douzaine de rencontres de 2-3 heures pour préparer un déroulement, ce qui est vraiment, c'est inhumain, ça n'a aucun sens. Là. Alors, avec les questionnaires, on se limite à un maximum, pas qu'on se limite en fait, mais un maximum de 2 rencontres. Souvent, c'est 1 rencontre seulement, puis le reste, on se parle. Zoom, téléphone, whatever. T'sais. Et on se parle, on communique tout simplement pour approuver, modifier. Lorsqu'on arrive avec le draft, l'ébauche du déroulement, mais le couple est là. On parle de mariage encore, mais d'un corpo, c'est la même chose. Ils regardent le déroulement, on leur explique tout ça,
Puis, tout est malléable. Alors, on part déjà avec quelque chose de très, très solide. On va dire qu'on est facilement, si on peut utiliser un peu une image en pourcentage, on est facilement 75 près du résultat final. Alors, au lieu de partir de zéro, puis de poser 32 000 questions, puis qu'ils doivent sur le champ trouver une réponse, bien, en fait, ne serait-ce que quelle chanson que vous voulez quand vous allez entrer avec votre père, votre mère ou whatever, ce que vous voulez. Mais là, ils ont déjà répondu à ça. Alors, moi, je peux préparer le déroulement. Ouais. Et on prépare le déroulement, on le fait approuver. Lorsque le déroulement est fait, on le fait approuver aussi par les différents partenaires pour s'assurer que ça rend compte toutes les exigences de leur contrat, de ce qu'ils vont faire et tout ça. Ils connaissent l'heure d'arrivée, le temps de préparation, ce qu'ils doivent apporter, ainsi de suite et tout ça, incluant un plan de salle. Alors, puis lorsque la salle a à disposer, exemple, c'est eux qui placent la salle, bien, ils savent, exemple, que la scène, elle doit être, je sais pas, on va leur dire à 4 pieds du mur, mais c'est toutes des choses techniques pour lesquelles on minimise les problèmes, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive le matin, puis on colle la scène au mur, mais là, on a des rideaux de scène à mettre, mais les autres, ils ne le savent pas. Alors, au moins, on leur a dit, tu sais, on a besoin, bien, placez-vous à 4 pieds. Oui. Puis on a tout mesuré, puis on le sait. Toutes ces infos-là se ramassent dans le déroulement. Il y a le déroulement, il y a les infos générales. Après ça, en annexe, tu vas avoir, comme tu as dit, un plan de salle. Tu peux que tu ailles le menu, les consommations, les allergies aussi Tout. avec le traiteur. Puis un autre aspect important, c'est les rôles et responsabilités dans chacun des aspects de l'événement. Dis-moi pourquoi c'est important, puis si ça t'a déjà servi à la suite de l'événement parce que les attentes ou ça n'a pas été respecté, ou une fois que peut-être tu ne l'avais pas inclus ou est-ce que c'est une zone un peu plus grise, puis qu'il aurait peut-être fallu que ce soit là. Si j'en suis arrivé à ça, de créer, exemple, un déroulement incluant les rôles, responsabilités, plan de salle, c'est parce que j'ai vécu quand même quelques petites histoires qui n'ont pas coûté cher, mais qui ont été extrêmement stressants ou des fois décevants. Et souvent, et même, je vais dire pour la grande majorité, pas loin du 100%, tout le monde était de très bonne foi là-dedans. Sauf que il y a beaucoup d'eau qui coule sous un pont et les détails, des fois, ça peut leur échapper. Un petit détail leur échappe, puis ben, ils sont bien tristes la journée même, mais malheureusement, ils ne peuvent plus réagir, là, il est trop tard. Tu sais. Ouais, tu peux pas. Alors, c'est ça, on ne peut plus réagir. Alors, ce qui a fait que, en créant le déroulement, les rôles, responsabilités, tout ça, de là, je vais juste expliquer une chose très rapidement, c'est que c'est pour ça qu'on a créé des blocs d'heures. Lorsque, j'explique rapidement, on pourra peut-être entrer en détail là-dedans tantôt, mais les blocs d'heures, souvent, le client, pour lui, c'est un peu, disons, c'est pas vraiment clair et il se demande pourquoi il y a des blocs d'heures. Tu sais. D'organiser un événement, dans notre cas, sans aucune prétention, c'est extrêmement facile. Ce qui n'est pas facile, c'est d'arriver à créer un événement avec, au niveau d'émotion, que le client va avoir et la couleur qu'il va avoir. Je ne parle pas de couleur de chaise, je parle de la couleur du type d'événement qu'il va avoir. Pour ça, il faut absolument qu'on puisse se rencontrer, qu'ils comprennent, exemple, que disons qu'il y a 12 partenaires sur un événement et nous, on en contrôle 9. Puis, je ne sais pas, moi, disons, on va dire, le couple de mariés connaissent le frère du cousin, de la tante, de l'oncle qui sort avec un photographe. On va le prendre, lui. Il est bien bon. Ma tante, elle nous a dit qu'il était bien, bien bon. Nous, on a un show à runner. On a un show. Quand on parle d'un show, c'est vraiment un show. Ouais. On a une mise en scène. Alors, le photographe, il faut absolument l'inclure avec nous. De dire, écoutez, il n'y a pas de problème, mais votre photographe, ça serait extrêmement important qu'on puisse entrer en communication avec pour s'assurer qu'il comprenne quand il arrive, comment est-ce qu'on fait, ce que vous voulez, qu'on s'assure de ce qu'il fait parce qu'on va le coordonner aussi en même temps. Alors, s'il fait ça tout seul, il ne saura pas c'est quand les cues, quand est-ce aller chercher l'émotion. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va faire, exemple, la danse des mariés. C'est facile de dire on fait la danse des mariés, mais on sait que là, à tel moment, il va y avoir de l'émotion. On le sait, là. Fait qu'on l'avise 2 minutes avant, là, prépare-toi, parce que là, l'émotion s'en vient. Alors, c'est toutes sortes de petits détails comme ça qui font que l'ébauche du déroulement, le plan de salle, incluant les rôles et responsabilités de chacun des intervenants partenaires qui est inclus dans l'événement, doit être clair, net et précis.
Alors, je ne sais pas, moi, j'amène notre équipe technique, bien, il va savoir, exemple, on va lui dire, dans son rôle et responsabilité, tu arrives à telle heure, on doit être prêt, test de son à telle chose. Qu'est-ce que tu apportes comme équipement? Exemple, une scène qui doit avoir 12 par 16 avec un riser 12 pouces, habillé chaque côté, 2 écrans 6 par 9, rétroprojection. On va tout donner les détails avec un mixeur parce qu'il va y avoir un PowerPoint, plus une vidéo, plus un DJ-VJ. Alors, il sait que ça y prend un mixeur avec 3 entrées minimum qui puisse mixer ça, parce qu'à l'écran, il faut que ce soit beau, esthétique. Alors, on ne débranche pas un fil pour brancher l'autre ordi. Alors, il va y avoir, ça va fondre, ça va être transparent. Alors, les rôles et responsabilités vont jusque-là. On détermine le temps, les besoins, les équipements et les responsabilités. Parfait. Ça répond à la question. Tantôt, on en a parlé un peu, là, mais t'as quoi comme backup sur un événement? C'est sûr que quand tu arrives sur un événement, c'est un show. Tu peux pas dire OK, mais c'est pas grave, on va se reprendre. C'est là ça se passe. Si tu as besoin de matériel, t'es mieux de l'avoir apporté. Souvent, il faut avoir des backups. Là, si on parle d'un DJ qui va avoir un deuxième ordinateur au cas où il y ait un bug technique, là, mais en tant que planificateur, t'as quoi comme backup étant donné que faut que tu back théoriquement aussi pour chacun des fournisseurs. Là. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi tes stratégies pour limiter les foirages potentiels, on va dire? C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir l'imprévu, mais il faut essayer. Alors, tout ça pour dire que chacun des partenaires, si on parle au niveau de la technique, bon, au niveau technique, disons, dans notre cas, avec l'inventaire qu'on a au niveau de l'entreprise de son, d'éclairage et de captation, pour nous autres, ça, c'est pas vraiment un problème parce qu'on a quand même suffisamment de personnel sur place pour être capable de retourner à l'entrepôt et aller chercher de l'équipement parce qu'on s'installe justement pas à la dernière minute. Alors, dans ce cas-là, c'est un élément extrêmement important. Au niveau, exemple, des autres types de fournisseurs, bien, photographe, évidemment, il va avoir un deuxième appareil. Là, je vais simple, là, mais il y a au moins un deuxième appareil là, pour backer. Là, c'est sûr et certain. Il n'arrivera pas là avec un appareil. C'est aussi ça paye. Là, c'est important. Ouais. Là, puis ça, c'est dit dans les rôles et responsabilités. T'assurer d'avoir un backup. Le DJ aussi, il va toujours avoir 2 ordis. Puis même, des fois, un troisième en backup, dépendamment s'il mixe avec 2. T'sais. Malheureusement, ça arrive que ça ne fonctionne pas. On a vécu un ensemble le 17 septembre où un ordi, puis on le connaît, il est super bon. Il y a de l'équipement à la hauteur de nos attentes et même plus. Un ordi a sauté, le deuxième a sauté et son backup, qu'est-ce qui est arrivé? A sauté. Alors, c'était comme la panique totale. Et, on a réussi à se débrouiller quand même pas pire. Là. Ça n'a pas pris trop de temps. Là. On a trouvé une solution. Effectivement, on a trouvé une solution, mais je vais revenir à ça, l'histoire de solution, parce que c'est important. Moi, je l'animais. Je parle de cet événement-là. Ouais. Je l'animais, mais j'ai dû comme improviser. Écoutez, il y avait 60-80 personnes, quelque chose de genre, je ne me souviens plus en tout cas. Ouais. Puis, mais j'ai dû comme improviser, rendre ça intéressant pendant que vous êtes toi et parce que tu es allé l'aider, pour aider notre DJ-VJ à remonter un ordi pour être capable de rendre le service sans problème. Écoute, en même pas 15 minutes c'est long. Mais 15 minutes, c'est pas long quand tu dis, écoutez, tout rétablir un ordinateur pour être capable d'au moins redonner le service avec un ordi, puis qui nous donne le temps de monter le deuxième. Tout a été comme les clients ont à peu près rien vu. T'sais, ils ont été comme dans le silence, peut-être même pas 5 minutes, là, 1 minute, dans le silence, mais on a réussi avec le MC, c'est ce que je faisais là, le rôle que je jouais à ce moment-là, d'être en mesure de capter l'attention des gens puis de remplir ce temps-là de façon intéressante. C'est un exemple que je donne.
Mais il y a des choses pour lesquelles c'est totalement incontrôlable. Là. C'est qu'on aura beau prévoir, mais c'est comme... Panne d'électricité une panne ou des affaires c'est comme arrivé ça, déjà, une panne d'électricité. Là, des écoute, choses c'est pas qui notre sont... essor. Là. Oui, c'est ça. On ne peut pas rien faire. Là, c'est ça. On a un matin, un endroit, on a eu un problème, une panne d'électricité, effectivement, et on nous a avisé qu'il n'y aurait pas d'électricité comme avant 4 heures l'après-midi. Puis c'est un mariage. Là. Fait que ça se passait, puis en plus, ça débutait à 11 heures le matin, et tout ça. Donc, on est allé chercher une génératrice pour laquelle on a pu installer dehors, et suite à la salle, puis tout s'est passé comme si de rien n'était. Mais il y a toujours des solutions. C'est pour ça que quand on parle de planificateur, je vais inclure là-dedans euh, l'aspect d'être en mesure de réagir à chaque problème une solution. Ouais. Pas jouer de game avec personne. C'est la réalité. On en est là, voici ce qu'on fait, puis arrive avec un plan d'action. Va pas dire, écoute, on a ce problème-là, je ne sais plus quoi faire. Non, 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 non. Oh, Il y a ça, donnez-moi 2 minutes, je réfléchis, puis on va trouver une solution. exactement. OK? La majorité des problèmes se règlent dans la planification. Oui. C'est un événement qui est bien organisé, tu limites considérablement la quantité de problèmes que tu vas avoir. L'affaire qui est plate sur un événement, c'est pas s'il va y avoir des problèmes, c'est quand il va y avoir des problèmes, puis comment gros ils vont être les problèmes. Mais là, la deuxième partie de notre travail, c'est ça. C'est de trouver des solutions, être créatif, être rapide aussi, puis que ça n'impacte pas le client. Souvent, s'il y a des problèmes la majorité des problèmes, les clients ne s'en rendront même pas compte. Mm-hmm. Puis c'est une bonne chose aussi qu'on soit là pour coordonner, parce que s'il n'y avait pas de coordonnateur, puis que c'était les clients, on va dire un corporatif qui gérait ça eux-mêmes, ils n'ont pas l'expérience, mais ils ont aussi, tout le monde va le savoir, ça va prendre 2 secondes. C'est tellement important ce que tu dis, puis j'ajoute à ça, j'en ai parlé, mais il faut être transparent. Il ne faut pas jouer de game avec le client. Ouais. Il y a un problème, mais je le prends en main. D'accord? Je le prends en main. Ayez confiance. Je le prends en main. Le client, il va se dire, ah, OK. Puis, il faut aussi que tu aies le tempérament, parce que tantôt, on parlait d'un planificateur, mais une de ses forces, c'est vraiment important, ça doit être une personne qui n'est pas stressée, qui est capable de gérer le stress, qui est capable de prendre le stress de tous les intervenants et de le gober et de le gérer sans que ça devienne négatif, puis arriver à trouver des solutions. Alors là, on parle de problèmes, mais effectivement, dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment important de comprendre qu'à tous les événements, il y en a tout le temps un problème. Puis tu sais, on parle de problèmes, c'est pas d'énormes problèmes. Des fois, c'est juste il me manque une extension. On va trouver une extension, il y a un autre fournisseur qui va en avoir un. C'est souvent des petits détails comme ça, mais un événement qui est bien planifié va avoir pensé à vraiment la majorité des détails. Après ça va être surtout de l'ajustement, je dirais. Tu sais, pour moi, là, un fournisseur, ça n'existe pas. Dans notre cas, c'est des partenaires. Ouais. Je trouve ça important de le dire parce que si on établit des relations avec ces gens-là, là, et ils connaissent vraiment nos critères, le niveau de nos attentes, qui est souvent plus élevé que ce que le client veut avoir. Et aussi d'essayer de prévoir l'imprévu au sens que on va s'arranger pour avoir des rallonges supplémentaires. Tu sais, on arrive à tous les événements, tu le sais, là, on arrive tout le temps avec du stock. On a une valise, un bac là, pour lequel il y a du tape, des outils, nomme-les, là, du duct tape blanc, noir, jaune. Tu sais, regarde, en fin de semaine, j'avais 3 événements. À un moment donné, on a... samedi soir, il y avait des gens qui étaient de 70 à 90 ans. OK? Alors, c'est un événement super le fun en passant, là, tu sais, vraiment, là, parce qu'on en fait de tout acabit, tu sais. C'était vraiment plaisant. Par contre, à l'entrée, on a des passe-fils, c'est super sécuritaire, mais on s'entend, des personnes un peu plus âgées ne voyaient pas vraiment le cache-fil, qui est ultra sécuritaire, là. Mais on avait du tape jaune pour lequel on a pu placer, où que les gens, là, c'était impossible de ne pas le voir. Oui. Tu comprends? Alors, c'est des petits détails comme ça qui font que quand tu as à chaque événement, tu dis, crime, ça me prend des tie-ups. Fait qu'il faut que j'ai des tie-ups dans mon bac. Il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça.
Fait que t'as Il y a pas une besoin... base, il y a une base qu'on développe aussi. Là. On a tout le temps. On a notre kit d'outils qu'on amène sur tous les événements, puis à chaque événement, on a besoin. C'est pas, Exact. on n'utilise pas tout. C'est pas tout qu'on a tout le temps besoin à chaque événement, mais Il est là. exactement. C'est là tout le On l'a. temps. Ouais. On a un bac de guenilles qu'on appelle, tu sais, qu'on émet de la guenille noire et toutes sortes de choses. C'est pour laquelle on essaie de prévoir l'imprévu. Là. Good. Pour être un bon planificateur, là, c'est quoi le niveau d'expérience qu'il faut avoir selon toi? Est-ce que faut avoir beaucoup d'expérience pour avoir un meilleur résultat? Est-ce que quelqu'un qui commence peut avoir des résultats quand même pas pire? Ça ressemble à quoi, on va dire, la courbe d'apprentissage ou de qualité? Je ne veux pas mettre d'espace-temps là-dessus. Euh, je vais y aller peut-être plus par le nombre d'événements, sans donner de nombre d'événements, mais c'est l'expérience, évidemment. Alors, ce qui est important pour un bon planificateur, à mon avis, il faut qu'il ait touché à tout. Je ne dis pas qu'il est allé faire du son, qu'il est allé faire des DJ, c'est pas ça. Il a vu plein d'événements, il a participé. Au pire, il a roulé des fils avec les techniciens, il a installé la scène, whatever. Il a participé aux rencontres. Comme dans mon cas, tous les années avant la pandémie, j'ai toujours eu des stagiaires. Des stagiaires qui provenaient de mes communications, gestion d'événements, ainsi de suite et tout ça. Ces stagiaires-là arrivaient. Et c'était le fun dans une petite entreprise comme la nôtre parce qu'ils ne voyaient pas seulement un aspect. Ils étaient du début à la fin du début, exemple, de la sollicitation d'un client jusqu'au post-mortem. Alors, il y a du temps là-dedans, puis il y en a des choses à faire. Alors, c'est d'être capable de voir tous ces aspects-là, de les vivre, de les comprendre. Après ça, idéalement, d'avoir un mentor qui va t'accompagner là-dedans. Tu auras beau avoir toutes les qualités que tu veux. Moi, j'ai eu la chance, j'ai pas eu la chance d'avoir de mentor. OK? Mais pour moi, d'avoir un mentor, je trouve ça ultra important au sens que ce que je dis tout le temps, c'est que moi, ce que je fais, là, ça fonctionne. Fais ce que je te dis, fais-le comme je le vois, fais-le comme je le pense, donne-moi tes idées, pas de problème, mais fais-le. Un coup que tu le fais, que tu le maîtrises, après, mets ta couleur. Ouais. Va où tu veux avec ça. C'est un Faut peu que tu aies la base. Faut que tu aies la base. Faut que tu le vives. Si tu le vis pas, écoute, d'ailleurs, pour citer un exemple, à un moment donné, j'ai vu au niveau de la sollicitation, une personne qui a sollicité puis était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Par contre, je commençais à trouver qu'il dépensait du temps pour rien avec un client parce que le client l'amenait à peu près où ce qu'il voulait. Lui, il voulait tellement donner un service impeccable qu'il se faisait manipuler. Il se voyait un peu, mais c'était pas trop important parce que là, il est en train de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Puis il y a aussi de la crédibilité au niveau du client, parce que le client, dans sa tête, consciemment ou inconsciemment, il dit « je fais ce que je veux avec ». Alors, c'est important de vivre les expériences puis de les faire. Puis t'apprends quand ça va mal. Exactement. Quand ça va bien, Ça, c'est important le fun, de le dire. Mais il faut aussi avoir de l'expérience parce que ça va pas tant bien. Effectivement, sauf que quand ça va pas tant bien puis tu arrives à zéro, c'est pas mieux non plus. C'est pas mieux. Si ça va pas tant bien, mais tu es coaché, puis il y a quelque chose de positif qui sort de ça, oups, là, c'est pas pareil. Parce qu'effectivement, peut-être que tu vendras pas l'événement ou tu le feras pas, mais tu vas tellement avoir appris, par exemple. Ouais. Ça, c'est un élément important. Fait que pour moi, un planificateur, ça y prend un niveau d'expérience où ce qui a touché à tout. Fait que s'il touche à tout en dedans de 6 mois, c'est bien correct. S'il touche à tout, ça prend 5 ans. C'est bien correct. Mais la base, l'ouverture, d'aller chercher de la crédibilité, d'être capable de rencontrer les gens, d'être vrai, intègre, transparent. Puis, quand je dis d'aller chercher la crédibilité, c'est d'établir un niveau de confiance avec les clients. Lorsque tu as tout ça, tu as écouté, tu es en mesure après de passer aux prochaines étapes.
Tu sais, de faire un événement, c'est une chose, du corpo, mais d'aller faire un mariage, c'est un autre monde, c'est une autre planète. C'est totalement autre chose. Fait que pas parce que tu as fait du corpo que tu vas être capable de faire. Ben oui, tu vas être capable, mais c'est comme c'est un cheminement qui est relativement différent. Ouais. Alors, tout ça pour dire que pour moi, c'est 100 mètres d'espace-temps, c'est plus au niveau de l'expérience, puis d'être en mesure d'assimiler le plus d'expériences possible, là, d'événements de toutes sortes. Parfait. On va rentrer un peu plus dans le concret. Un planificateur d'événements, là, c'est structuré comment dans son offre de service? Tu peux commencer en général, c'est quoi les types de planificateurs dans l'industrie, là, mais puis après ça, m'expliquer un peu comment toi tu fonctionnes, comment tu charges aux clients, puis comment c'est structuré en fait. Château, excusez-moi. Ça va bien? C'est correct. Tout est beau? Technicien, tout est beau? Ah, il m'a Parfait. dit oui. Il m'a dit oui. Oh, on va En reprendre silence. la Il m'a dit question. oui en silence. On coupera là. Ah, OK. Ben, c'est bon. Permets juste de te replacer. C'est bon. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est parfait. Oui. En tant que planificateur d'événements, comment tu structures ton offre de service? C'est comment tu vas charger au client, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Fait que je te laisse partir là-dessus. Puis aussi, si tu as d'autres frais connexes associés à ton offre de service. Premièrement, très important, quand on fait une offre de service, il n'y a pas d'autres frais. Ce qui est sur l'offre de service, c'est exactement ça. Aucune cachette, aucun frais caché. Extrêmement important, même les taxes, on leur dit c'est ça que ça coûte, plus taxes. Alors, on a toujours une offre de service qui est ventilée par service, par type de service, par catégorie. Alors, au niveau de la sollicitation, évidemment, un client nous appelle ou on le sollicite, on le rencontre. Je vais rencontrer le client, j'écoute ses besoins. À partir de là, je leur explique notre fonctionnement. Je leur explique aussi qu'il va y avoir un bloc d'heures là-dedans. Le bloc d'heures, c'est pourquoi je vais le ventiler, c'est-à-dire, exemple, pour les différentes rencontres, les déplacements, la coordination, les rencontres téléphoniques, ainsi de suite. Tout va être ventilé là-dedans, de A à Z. Parce que là, il va réaliser, il va dire « Ah, Colin, c'est vrai, écoute, il prend 3 heures de venir nous voir, ça. » Finalement, au bout de la ligne, c'est 12 heures. La journée de l'événement, on s'entend qu'un mariage, c'est facilement 12 heures là, en partant. Là. Alors, tu sais, surtout le jour d'événement, parce que tu es là pour le coordonner, ainsi de Oui, suite. puis un planificateur arrive en premier, part en dernier. Là. Exact, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que tout ça va être clair avec le client. Alors, au niveau du client, lorsqu'on le rencontre, on écoute ses besoins. Par la suite, on part avec ça. On va créer une proposition, un ébauche des propositions. Alors, ce qu'on a compris, parce qu'on l'a validé avec le client, et il va y avoir un prix. Le prix va aller par bloc. Exemple, dépendamment, je ne sais pas moi, on va arriver à la fin, il va y avoir le bloc, exemple technique, le bloc de la salle, le bloc de traiteur, le bloc de photographe, diverses choses. Là. Alors, toutes ces choses-là vont être ventilées et il va y avoir un prix. Et à la fin, on va dire, exemple, le coût total, 12 546 plus taxes. Ça inclut le bloc d'heures, et ainsi de suite. Alors, il n'y a plus d'autres frais cachés là-dedans. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on y va avec notre expérience. On sait qu'un mariage, quand on le fait, on a un barème de bloc d'heures. Alors, dans le bloc d'heures, on va dire, écoutez, ça comprend là-dedans, exemple, 2 rencontres. En personne. En personne, là, c'est ça, en présentiel, excuse-moi. Puis, je sais pas, moi, après ça, je sais pas, moi, une dizaine de rencontres au téléphone, des choses comme ça, tu sais. On fonctionne pas comme, avec le plus grand respect, mais pas comme des avocats, tu sais, on n'est pas aux 15 minutes, mais c'est simplement pour donner, tu sais, on n'est pas à 1 heure près, là. Mais c'est pour leur donner, pour qu'ils puissent comprendre que, regardez tout le temps qu'on va passer là-dedans. Fait que oui, on va vous charger ce temps-là, mais il est inclus dans le contrat. Alors, quand on s'entend par la suite, on y présente l'ébauche. Évidemment, s'il y a des corrections à faire, des ajouts, des modifications, des retraits, on les fait. On le représente encore une fois. Puis à partir de là, bien, le client dit « OK, j'accepte, on signe ça et c'est ça. » C'est tout. Fait qu'il n'y a pas d'autres frais, à moins qu'ils demandent, je ne sais pas moi, des ajouts, des modifications. Oui, puis ça inclut le coût total de l'événement. Là, pour chacun des intervenants, chacun des partenaires. Tout est là. Fait tout est là. Tu reçois la proposition,
c'est ça que ton événement va te coûter. Exactement. Ensuite, si le client désire acheter de la déco spécifique ou des affaires comme ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas l'inclure là-dedans, mais le global, le général de l'événement, ça coûte ça, pas de frais cachés. Oui, mais juste pour préciser ta question, je veux juste comme m'assurer là, que j'ai bien compris, c'est que s'il veut ajouter la déco, tout va être inclus dans l'entente, bien, dans la proposition qui va devenir une entente. Par contre, s'il y a des modifications au niveau de l'entente après, le lendemain, 2 semaines après, 3 semaines, whatever, on ajoute le nombre de personnes et tout ça. Puis ça, au niveau du nombre de personnes, ça, on a une petite stratégie qui est bien le fun. Là. Je l'expliquerai rapidement. Si c'est là, je peux l'expliquer, je l'explique. Tu peux y aller là. Parfait. Alors, tout ça pour dire que ce qu'ils ont décidé, c'est on fait l'entente avec ça, mais après ça, il n'y a plus d'autres frais. C'est terminé. À moins qu'ils demandent d'ajouter des choses. On ne peut plus retirer, par contre. Très important. Alors, je veux vraiment être clair parce que quand on parle, c'est tous les éléments sont là, de A à Z. Exemple, si c'est eux qui payent la salle directement, on parle d'une salle, bien, ça va être clair que le montant est défrayé. Sur l'entente s'inscrit, le montant est défrayé. Voici à quoi on s'attend. Par contre, on n'a pas le contrôle au niveau de la salle, on n'a pas le power. Ça, on aime moins ça parce qu'on aime avoir le contrôle total. Ce n'est pas un power trip, mais c'est plus pour être capable de contrôler chacun des aspects. Alors, après ça, tout est clair avec le déroulement, rôle et responsabilité, ainsi de suite, et plan de salle. Quand tout est clair après, il n'y a plus de modifications qui vont se faire. Au niveau pour arriver au nombre de personnes, ça, c'est vraiment un calcul qui n'est pas facile, mais on va établir un barème. Exemple, je reviens à un mariage, mais disons que ça soit n'importe quel type d'événement, on va dire combien de personnes vous attendez à avoir? Peut-être 80, quelque chose de genre. Le minimum de personnes que vous êtes certain d'atteindre, 50, parfait. Puis le maximum, c'est quoi? C'est impossible qu'on dépasse 100. Parfait. Fait qu'on sait que le barème est entre 50 et 100. Donc, au niveau du type, pas l'événement, excuse-moi, mais de type de salle, et ainsi de suite, bien là, on sait dans quoi on peut jouer. Parce qu'il y a des salles qui sont, exemple, pour 125 personnes, même si on est 50, on peut aérer puis rendre ça totalement correct. Puis une salle qui est 100 personnes, mais pour 125, on sait qu'on a besoin d'une pizza, danse, et ainsi de suite. Fait qu'on est capable de gager, de voir que ça va fonctionner. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous, on va baser tout le temps, sur le minimum de personnes. C'est-à-dire que, exemple, tu te maries. Tu me dis, on va être 50 minimum, 100 maximum. Parfait. Alors, nous, on va faire la proposition pour 50 personnes. Et à partir de la 50 personnes, on a une stratégie, nous, un calcul complexe qu'on ne dévoilera pas à personne parce qu'on ne veut pas se faire voler notre façon de calculer. Non, mais blague à part, c'est vraiment, ça fonctionne tellement bien. Là. C'est que là, on va être en mesure de dire 50 personnes, ça va coûter, je ne sais pas moi, 9 000 $. Et à partir de la 51e personne, on ajoute 86 et 26 par personne plus taxes. Alors, ils savent qu'ils ne peuvent pas, on ne diminuera pas le nombre de personnes, mais on peut augmenter, puis ils savent très bien que s'ils augmentent de 10 personnes, c'est-à-dire soit 86 et 26, 20 personnes, 30 personnes, jusqu'à la concurrence de 50 personnes qui ajoutent pour arriver au 100. Ouais, puis pour faire simple, c'est qu'on se base, parce que sur un événement, il y a deux types de coûts. Il y a des coûts fixes puis il y a des coûts variables. Puis quand on se base sur le minimum de personnes, ça veut dire que tous les coûts fixes sont inclus. Fait que si on part de 50 puis après ça, on rajoute de façon simple, on va rajouter les parties qui sont un peu plus variables. Il y a d'autres coûts fixes parce que si on passe de 50 ou un événement de 100 personnes, des fois, il y a de l'équipement qui va falloir que soit adapté. Fait que ça, c'est des coûts fixes, mais on le calcule. Tandis que si on part de 100 puis on descend, on ne peut pas juste enlever les coûts variables parce que les coûts fixes ont été calculés sur 100 personnes. Fait que pour faire simple, c'est comme ça qu'on va les calculer. D'accord. Hey, Michael, tu as eu un bon mentor. Mais merci. Non, mais blague à part, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça. Fait qu'il y a des coûts fixes puis les autres, les coûts variables. Alors, les coûts fixes, on fait juste les diminuer puis on augmente de personnes. Et puis, si on diminue de personnes, on les augmente. Donc, ce qui est important, c'est jamais reculer, mais toujours avancer. Alors, quand on présente ça au client,
mais on lui dit, on ne peut pas diminuer en bas de 50 personnes. Votre minimum de coût, ça va être ça. Parce que si on diminue, ben, les coûts fixes sont là. Fait qu'on ne peut pas diminuer de 86 et 26 par personne. Fait qu'effectivement, tu as absolument raison. Puis, explique-moi c'est quoi, parce que nous, dans le fond, on a développé un terme là, qui s'appelle planificateur producteur. Mhm. Ce qui est un peu différent d'un planificateur, on va dire, une planificatrice de mariage ou un planificateur d'événements traditionnel. C'est quoi la différence entre les deux? Hey, c'est énorme comme différence, là. Disons qu'un planificateur a des contacts et le terme que tu as utilisé, peux-tu me répéter le terme que tu as utilisé? Planificateur producteur. Producteur, c'est ça. C'est qu'en fait, ben pour moi, il y a une grande différence. C'est-à-dire que le planificateur, lui, a des contacts et il va plus utiliser les contacts du client qu'il a trouvé sur Pinterest ou sur Internet ou son oncle, sa tante ou whatever. Et puis, il va produire exactement ce que le client veut avoir, mais sans vraiment de contact. Alors, il est un peu l'intermédiaire, il ne négociera pas vraiment les prix. C'est pas vraiment quelqu'un, ça peut être un excellent planificateur, mais c'est pas vraiment une personne qui va vivre l'événement au niveau personnel avec le client. Il va le produire. Un planificateur, dans notre cas, moi je considère qu'on fait, sans prétention encore, mais de la vraie planification, c'est-à-dire que là, nous, on va maximiser le service avec toute l'expérience qu'on a au niveau de chacun des contacts, parce qu'exemple, que ce soit un photographe, un traiteur, on a déjà des prix déjà établis, on sait quoi, comment faire, on a déjà des barèmes, quel type de traiteur aller chercher pour le type d'événement que le client va avoir. Puis par la suite, on va aussi le coordonner, ce que souvent le planificateur ne fera pas. Alors, il va produire l'événement, mais il ne coordonnera pas vraiment. Il va le coordonner la journée de l'événement, mais un peu comme un metteur en scène, à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si ça répond clairement à ta question. Ben, dans le fond, si je comprends bien, un des éléments importants, là, c'est qu'un planificateur traditionnel va avoir des contacts, puis un planificateur producteur comme nous autres a des relations avec les fournisseurs. Exactement. Puis un autre point aussi, c'est que les relations qu'on a, c'est des ententes qu'on a développées avec eux à travers le temps. Puis, ça nous amène aussi d'avoir, comme j'ai dit tantôt, un meilleur rapport qualité-prix. Absolument. Puis si on revient aussi à l'élément du blog d'heure que tu parlais tantôt pour nos services, un des avantages aussi de faire affaire avec nous, c'est qu'une partie des escomptes ou des ententes qu'on a, on est capable de redonner une partie de ces rappels-là au client qui va couvrir, dépendant de la grosseur de l'événement, une grande partie de la totalité de nos frais ou même plus. Fait que des fois, il y a dans certains cas, surtout si c'est des événements un petit peu plus gros, nos services vont être pas théoriquement, là, mais vont revenir gratuits aux clients parce qu'on est capable de leur donner des rabais sur tous les partenaires qu'on amène sur l'événement. Mm-hmm. Si je peux faire un peu de millage avec ce que tu dis, c'est totalement vrai. Pour donner un exemple, sans un exemple précis, là, mais disons, nous, avec les contacts et l'expérience qu'on a, même si le client nous dit « je voudrais faire affaire avec tel fournisseur », on connaît la game. Alors, quand on va contacter ce fournisseur-là, bien, on sait quoi lui demander, puis à quoi ne pas se faire prendre. C'est-à-dire que, exemple, oui, tu as de la vaisselle de porcelaine, mais c'est de la blanche. Est-ce que tu en as, disons, avec une catégorie un petit peu plus sophistiquée? Je ne veux pas des ustensiles en stainless ordinaire. Est-ce que tu en as de la gaule, et ainsi de suite et tout ça? Quand on va voir tout ça, bien là, on est en mesure de ne pas aller chercher de surplus. On va l'avoir inclus dans le coût. Alors, souvent, pas souvent, la majorité, je ne peux pas dire à 100%, mais on va dire un pourcentage très, très élevé, c'est que ça va être très bénéfique pour le client. Parce qu'en plus de ne pas s'en occuper, bien, on est allé négocier avec notre expérience. Ah, puis on sait exactement sur quoi aller négocier. Exactement, on sait sur quoi aller négocier. Fait que tout ça pour dire que
c'est extrêmement important de faire affaire avec un planificateur comme nous pour qu'on puisse, tu sais, ça a l'air pratiquement d'une infopub ce que je dis là, mais c'est pas le cas, c'est une réalité. Faites l'exercice pour le fun, vous allez voir, vous allez être très surpris. Ça, je dis ça aux personnes qui nous regardent ou qui écoutent notre podcast. C'est ultra important d'avoir un planificateur puis lui donner un mandat. En donnant le mandat, il va vraiment travailler pour vous. Il n'ira pas négocier le prix pour négocier le prix, mais il va négocier le prix et le service pour que le fournisseur, le partenaire ait le maximum et que vous ayez le maximum aussi, vous, en tant que client. Ouais, puis s'assurer de répondre aux vrais besoins. Aux vrais besoins. Parce que des fois, le client, il a certaines volontés, mais nous, on va être capable de savoir, OK, c'est tel besoin qu'il y a. Puis quand on fournit aussi, il ne faut pas se cacher que, exemple, si on prend de nos partenaires, OK, on ne peut pas faire ça avec les partenaires que le client nous donne, qui nous demande avec qui travailler. Par contre, dans nos partenaires, on en a vraiment beaucoup, que ce soit au niveau traiteur, DJ, VJ, photographe, ou ainsi de suite, là, son, éclairage et tout ça. On en a une panoplie. Alors, tout ça pour dire que, exemple, commun des mortels, le client, vous, client, vous appelez, exemple, un fournisseur, notre compagnie de son d'éclairage et de projection. Vous appelez notre fournisseur, il vous charge un montant X, qui est le montant du marché. Mais nous, oui, on va peut-être avoir 30 %, mais on vous en refile 10 à 15 %. Donc, si vous appelez, ça vous coûte 1000. Puis si nous, on l'a, bien, on s'en occupe nous-mêmes, bien, vous allez avoir plus de services avec de la qualité. On le coordonne totalement. Ça va coûter 700, puis on vous en charge 850. Fait qu'on fait 150 $ pour s'en occuper, frais administratifs et tout ça, pour le coordonner. Et vous, ça vous coûte 150 de moins. Vous avez plus d'équipement. Vous, on coordonne, vous ne faites rien, puis vous sauvez de l'argent. Puis le point important, vous ne faites rien. Vous faites rien. Ça vous coûte moins cher, vous ne faites rien. Absolument, c'est un point extrêmement important. Disons que moi, je dirais, dans la majorité du temps, c'est le point le plus important. Vous n'avez rien à faire. Parfait. Puis, ça se déroule comment, on va dire, la journée de l'événement pour un planificateur d'événements? Ça ressemble à quoi? Bien, en fait, c'est celui qui va se coucher, qui va arriver le premier. Même avant que, si on parle d'une salle, même avant que la salle ouvre. Alors, parce que tout est organisé, on sait qui va être là de la salle, qui va arriver à telle heure et tout ça, le nom, le numéro de téléphone, le backup, on a déjà tout ça là. Fait qu'on arrive là, c'est prévu pour 6 h le matin, mais lui, il va être là à 5h30, 6 h moins quart. C'est sûr et certain. Il va attendre. Puis l'équipe est prévue, disons, pour 7h30. Pas de problème. Alors, nous, on a prévu, exemple, avec la salle, je donne l'exemple d'une salle, il va arriver à 5h30, la salle est là à 6h. Là, il va arriver, là, il va s'assurer que ce que la salle, son rôle et responsabilité, OK, la salle est prête, parfait, OK, vous avez placé la scène, ça, c'est bon, il ne manque pas. On valide plein d'informations et par la suite, bien là, nos équipes commencent à arriver. Alors, c'est ça. Puis, le planificateur va être là, sur place, aussi pour coordonner, c'est-à-dire être les yeux, les mains et les oreilles du client. Alors, pour s'assurer que tout ce que le client a demandé, sur lequel on s'est entendu, c'est ce qu'il va y avoir. Ça, peut-être plus. Et on ne prend pas de décision autre que ce qu'on s'est entendu avec le client. Évidemment, quand on s'entend avec le client, on a une certaine latitude. Parce que, tu sais, on ne peut pas savoir un cadre trop serré. Si on a un cadre serré puis il arrive un petit pépin, mais tu sais, je n'ai pas envie d'appeler le client journée du mariage ou de l'événement, dire écoute, tu sais, là, je ne sais pas, il faut ouvrir un mur. Il faut quand même avoir une certaine latitude. Là, tu sais. C'est là que le client va dire souvent, va dire non, je te fais confiance. C'est ce qu'on veut, parfait. Tout va être discuté. Tout va être là, c'est ça. Puis, le planificateur, ben, lui, va coordonner tout, de A à Z. Il arrive le premier, il quitte le dernier. Tout le temps. Puis coordonner, c'est tout autant pour le montage de salle qui va recevoir tous les intervenants, tous les partenaires. Aussi, s'il y a de l'animation, ben là, on va être maître de cérémonie, on va aussi accueillir les invités. On va s'assurer que le déroulement se déroule comme prévu. Puis après ça, il y a le démontage. Puis la grande majorité du temps, on est les derniers partis ou sinon on n'est pas les derniers partis. Souvent, c'est la salle qui doit barrer la porte
juste après nous autres. Là. Oui, mais quand on dit dernier parti, ce que je veux dire, c'est, juste pour être clair, c'est qu'on est les derniers exemples de, si c'est la salle, bien la salle, elle, c'est sûr que ça va être les derniers partis, ils doivent barrer. Mais nous, les clients sont partis, tout le monde est parti, les intervenants sont plus là, les partenaires sont plus là, c'est nous qui sommes responsables du début à la fin. Ouais. On est là au début jusqu'à la fin. Alors, très important. Puis une petite chose que tu as ajoutée tantôt, tu parles de maître de cérémonie. Dans notre cas, on a quand même des maîtres de cérémonie qui sont très expérimentés, alors sont en mesure de coordonner en même temps. Alors, planifier, coordonner et agir à titre de maître de cérémonie. Ça, je ne conseille pas ça à tout le monde au départ, là, de faire ça. Là. Tu sais, c'est comme, ça prend 2-3 personnes. Puis je ne place pas ces gens-là sur un piédestal. Ce que je veux dire, c'est que là, ça te prend un maximum d'expérience et une capacité de gérer le stress, pas à peu près, là. Parce que tu es dans l'action. Maître de cérémonie, on s'entend, c'est du protocolaire. Tu sais, il ne faut pas que ça soit comme ça, là. Tu sais, il faut qu'on part à un niveau, puis il faut atteindre le climax, là. Tu sais. Et il faut qu'il y ait une évolution constante. Alors ça, c'est pas évident à faire, et surtout quand tu coordonnes aussi. C'est pour ça que c'est important, des fois, d'avoir, bien, dans quelques événements, d'avoir aussi un régisseur sur place ou un aide au coordonnateur. Alors que l'aide au coordonnateur, lui, il sait exactement où sont les lumières, qu'est-ce qu'on baisse comme lumière, quand on va le caler. Il va aller voir le traiteur. Exemple, on va dire que le traiteur, c'est un 3 services, un 5 services, on va dire, excuse-moi. Et le premier service, lui, il a besoin qu'on l'appelle, qu'on l'avise 15 minutes avant. 15 minutes, son premier service est prêt et il est prêt à sortir avec le premier service. Fait qu'on sait ce qu'on a à faire pour remplir le temps, puis on cale au régisseur, on va dire, écoute, OK, on appelle cale le traiteur, puis on a 15 minutes à remplir. Mais ces 15 minutes-là à remplir, c'est qu'on a déjà des choses à faire, on le sait, mais on l'avise avant. Fait quand on termine, oups, tout est synchronisé. Alors, il y a un crescendo, il y a une évolution constante. Ouais. Alors, c'est ça. C'est ce que nous, nos coordonnateurs, nos planificateurs, puis nos MC vont faire. Parfait. On va dire que quelqu'un là, décide de contacter un planificateur, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Là. C'est quoi les red flags à regarder? On va dire que tu contactes un planificateur, c'est la première fois que tu organises un événement, tu vas avoir de l'aide. S'il y a ces éléments-là qui apparaissent dans les discussions ou dans la relation que vous développez, qu'est-ce qui ferait qu'il faudrait arrêter cela ou trouver quelqu'un d'autre? Ben, il y a vraiment plein d'éléments, mais quelques-uns qui me viennent en tête. Si on parle d'argent partant, ça, c'est une lumière rouge pour moi. Là, c'est un drapeau rouge, plutôt. Si, exemple, on parle de, je ne sais pas, pour aller vous rencontrer, ça vous coûte 250 $. Et si on ne fait pas affaire ensemble, je le garde. Sinon, je le déduis de votre facture. Red flag. Ça, c'est approximatif pour moi. Ça veut dire que, en quelque part, on parle pas mal plus d'argent qu'émotion ou couleur d'événement, type d'événement. Pour moi, c'est pas quelque chose ça se fait pas là. Nous, on rencontre nos clients, là, ça coûte rien. Oui, puis tu sais, on l'a pas mentionné encore, là, mais tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive à la proposition finale, ça coûte rien. Là. Zéro. C'est zéro. Là. 0, 0, 0, 0. Qu'on se soit rencontrés 2 fois, qu'on ait fait 6 appels, on arrive à la rencontre. Souvent, on va le savoir assez rapidement si on est capable de respecter le budget, mais tant qu'on n'a pas signé rien, de voir le aucune obligation. Là. Exactement, puis de voir le sérieux de l'événement aussi, là. Le sérieux des interlocuteurs. Là. Et des red flags, écoute, il y en a vraiment plusieurs. Là. Si, exemple, ils veulent vous imposer des éléments, alors pour lesquels vous n'avez pas vraiment, là. Que vous c'est pas vraiment ça que vous voulez, vous ne savez pas, vous avez moi j'ai un bon traiteur, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un bon moi il faut que tu prennes mon DJ, on est deux, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. J'ai de la déco de telle couleur, on va prendre ça. Tu veux du rouge, mais j'ai du noir et du blanc, tu sais, ou j'ai juste du bleu, tu sais, ça fonctionne pas, là, tu sais. Ouais. Alors, c'est ça. Ce sont vraiment, la première approche, là, oui, c'est une discussion 10, 15, 20 minutes au téléphone au départ, là, ça peut être une demi-heure, c'est pas ça, mais
c'est qu'il y a déjà un élément de confiance qui s'installe. Il y a une relation qui s'installe. Assez pour passer à la deuxième étape, de dire « Hey, j'ai envie de vous rencontrer ». On ne s'est pas engagé à rien, là. On s'est juste dit « On a envie de se rencontrer ». Ouais. Puis si... Ça, c'est un petit truc, là, mais en fait, s'il est prêt à accepter de rencontrer n'importe qui, il ne vous demande même pas c'est qui les kingpins, là, c'est qui les éléments, les personnes décisionnelles, drapeau rouge. Vous comprenez? C'est comme, on va perdre notre temps. Là. Vous allez perdre votre temps. Parce que, exemple, souvent dans un mariage, ça, je dis ça par expérience, c'est souvent plus la femme qui va, c'est pas un commentaire sexiste, ça n'a rien à voir là. Plus la femme qui va contacter pour les différents aspects et tout ça. Et s'il ne vous demande pas que le couple soit là, mais que ça soit, exemple, quand je dis la femme dans un couple hétéro, mais ça pourrait être un homme, là, ça pourrait être 2 femmes, 2 hommes, j'applique ça à n'importe qui. Il faut vraiment qu'il veuille rencontrer les personnes décisionnelles, le couple. Même si elle dit, ben mon mari, il me dit, occupe-toi-en. Ah, il est au travail ou... Non, C'est ça. on va prendre le temps. On va prendre le temps. C'est quoi vos disponibilités à vous et à lui? Donnez-moi 2, 3 options. Je vais choisir là-dedans et je vous rencontre les deux. Ouais, mais il ne parle pas beaucoup. Pas de problème, c'est pas grave. Il écoutera. T'sais? J'ai des questions à poser. Et souvent là, au début, souvent, il y a un des deux qui n'interviendra pas trop. Il ne mettra pas trop d'emphase là-dedans, mais on a des façons d'aller chercher les éléments parce que là, on sait que cette deuxième personne-là qui ne parle pas trop va être en mesure d'un peu plus tard de dire « Hey, là, moi, le bar, j'en veux un bar, là. Ben voyons, je veux de la bière, moi, là. Ah, OK, ben non, votre femme a dit pas de bière, pas de bière, ça va juste être de l'alcool. Du fort, je veux dire ça. Mais toutes sortes de petits éléments comme ça, que ça, c'est un drapeau rouge aussi. T'sais. Alors, il y a plein de petits éléments comme ça, mais surtout, vous fiez à votre instinct. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de ci, on ne parle pas de ça, parce que tout est à la carte. Puis après ça, on va vous faire un prix en fonction de ce que vous voulez. Alors, c'est la raison pour laquelle on vous dit que dans notre cas, on va établir au départ quel est votre budget, votre vrai budget. Dites-nous pas c'est 5 000 quand vous en avez 10 parce que ça part mal. Parce que nous, c'est là-dessus qu'on va baser notre décision. À savoir que si vous avez juste 5 000, si vous avez 5 000, bien évidemment, puis vous dites c'est pour 200 personnes, ça se peut que ça ne fonctionne pas. On ne pourra pas vous aider. Mais on part avec ça. C'est une des premières questions. Oui. Alors, c'est quoi votre budget? Fait que tout ça pour vous dire qu'il y a plein de petits drapeaux rouges, mais fiez-vous à votre instinct. Ça prend des gens pour lesquels vous établissez une petite relation qui va prendre le temps de vous jaser. On ne parle pas d'argent, puis il n'y a aucune somme qui est impliquée dans la première rencontre. Oui. Même dans la deuxième, quand il va y avoir la présentation de notre proposition. Puis dans la troisième, quand on va signer l'entente. Comprenez? Yes. Quand on signe l'entente, oui, il va y avoir un dépôt. Effectivement. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, c'est des petits drapeaux rouges, là, fiez-vous à votre instinct. Oui. L'instinct, c'est la relation. Là. C'est supposé être un processus qui est très agréable là, à planifier un mariage Absolument. ou un événement. C'est pas supposé être stressant. Fait que si vous arrivez avec des intervenants ou des partenaires que ça va pas très bien ou est-ce que vous ne le sentez pas, c'est peut-être pas les bonnes personnes avec qui vous faites affaire. Il ne faut jamais se laisser imposer, dire, il y a le type de vendeur aussi qui vous dit, écoutez, là, moi, vous voulez pas, là. Je vous donne 24 heures parce que j'en ai 8 autres qui attendent, là. Ouais. Red flag. Ouais. Ça, c'est comme, non, merci. Good. Puis on va dire, là, je décide de te contacter. Mm-hmm. Je t'ai trouvé sur Internet ou n'importe quoi, je décide de te contacter. T'es en train de me dire que tu te maries? Non. Ah, OK. C'est quoi les informations qu'il faut que je te donne en tant que planificateur? C'est quoi les premières communications, sans que ce soit tout dans le premier courriel, là, mais les premières communications vont ressembler à quoi? Quelle information tu as besoin? Les premiers contacts. Par exemple, disons, si on le fait par courriel ou n'importe quoi, c'est sûr et certain qu'on va passer à une deuxième étape très, très, très rapidement. C'est un appel personnalisé parce qu'on ne réglera rien par courriel. C'est-à-dire que c'est le premier contact.
Alors, ce que j'ai besoin d'avoir avant qu'on se jase, c'est de dire, je ne sais pas, moi, je me marie le 22 août, c'est dans 2 mois. Avez-vous de la disponibilité? On s'entend que c'est la base. On pourrait jaser de n'importe quoi, mais c'est possible que j'ai plus de disponibilité pour le 22. Alors, la date est importante. On ne parle pas d'argent, je ne veux pas le savoir. C'est pas ça du tout. Tu sais. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Vous avez votre mariage le 22 août. J'ai quelques aspects qui sont déjà organisés. Par contre, j'ai tel aspect qui n'est pas organisé. Sans rentrer dans les détails, donnez ça. De dire, êtes-vous disponible? Oui, parfait. Vous êtes disponible. Alors, moi, j'ai besoin d'avoir vos coordonnées. Et puis qu'on puisse, puis par la suite, on vous contacte pour vous dire, écoutez, oui, on est intéressé à passer à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on puisse se jaser un petit peu plus en détail, 15-20 minutes. Puis, si ça prend une demi-heure, comme je vous dis, ça prendra une demi-heure, là. Mais 15-20 minutes, simplement pour établir, y a-t-il une connexion? On établit une relation, on est intéressé de passer à l'autre étape, de se rencontrer. Alors, c'est de cette façon-là. Fait qu'au départ, ce que j'ai besoin, c'est vos coordonnées, votre demande exacte. Et puis, demandez-moi pas de prix, vous n'en aurez pas. Ni au téléphone, ni dans la première conversation, c'est-à-dire ni par courriel, message texte ou whatever. Il y a trop de variables. Il y a trop de variables, c'est ça. Puis en plus, comme tu dis, il y a tellement de variables, mais c'est pas seulement ça. C'est un client qui veut juste le prix, c'est comme il magasine un prix. Ouais, exactement. Alors, c'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, c'est un événement. Ouais. Puis, dans le fond, là, y a-tu... Tu sais, là, tu viens de parler du monde qui cherche des prix aux affaires comme ça. Là. Y a-tu des pièges à éviter, des processus ou des choses à ne pas faire parce que peut-être ça va refroidir le fournisseur, peut-être que ben là, on saute trop d'étapes, il va falloir couvrir la base en premier. Par expérience, y en a-tu des éléments comme ça qui te viennent en tête? Absolument. Là. Exemple, je ne sais pas, vous appelez un traiteur, puis vous voulez savoir, je ne sais pas moi, un 3 services, combien que ça coûte? Bon, OK, c'est 28$ par personne. Est-ce que tu peux me le faire à 25$? Peut-être qu'il va l'accepter, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va s'organiser pour que vous n'ayez pas 25$ au lieu de 28$. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va couper souvent dans la qualité ou dans la quantité. Exactement. Pas tout le temps dans la qualité, mais dans les quantités. Parce que je ne veux pas prêter d'intention à personne. Là. Ouais. Mais s'il y a une baisse de prix aussi drastique, c'est que généralement, il y a une coupure. Exactement. Tu soulèves un point important qu'on n'a pas parlé, mais je veux juste dire que lorsqu'on présente, juste une petite parenthèse, lorsqu'on présente, exemple, la proposition client, puis qu'on s'entend, sur une proposition finale avant que ça devienne, il n'y a aucune possibilité de négocier le prix que nous autres. C'est zéro. Je ne te dis pas, c'est pour la forme qui nous dit au lieu d'être 8500, c'est 8495. On va lui donner 5$ de ma poche juste pour la forme. Je fais une blague. Là. Mais quand on établit une relation, puis il me demande mon meilleur prix, je lui donne mon meilleur prix. Je suis plus négociable après, parce que j'ai donné mon meilleur prix. Alors, c'est très important de dire, écoute, ça coûte 9 000, tu me le fais-tu pour 8 500? Malheureusement, je ne peux pas. Je l'établis au départ, ça. Je leur dis au départ, le prix que je vous amène, ça va être mon meilleur prix. Si on enlève des choses, si on diminue, il y a des choses qu'on va devoir enlever parce que je suis allé au minimum, au maximum de ce que je peux faire. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que je ferme la parenthèse. Good. Puis, y a-tu un type de client souvent que tu vois qui veut sauter des étapes, soit qui sont trop excités ou qui commencent, on va dire, par la fin au lieu de commencer par le début? Bien, ça arrive régulièrement. Là. Souvent, malheureusement, il y a quelques clients qui vont commencer par la fin parce que, par une étape qui n'est pas la première. Ils vont déjà avoir le DJ, exemple, ou leur traiteur, mais ils n'ont pas déterminé où, quand, combien de personnes, puis quel endroit. La date, exemple. Alors déjà là, c'est bien beau que tu as ton DJ, ton VJ, ton traiteur, mais c'est parce que ça se peut qu'il ne soit plus disponible, parce que l'endroit où tu vas aller, ça ne sera pas le même prix, ou que la date que tu vas choisir, bien, ça ne sera plus disponible.
Alors, il y a plein de petits éléments comme ça que souvent les gens, par inexpérience ou présumée expérience ou petite expérience, tu sais, à leur travail, ils ont organisé plein de choses, oui, mais c'est parce que le plein de choses, souvent, c'est que tu faisais affaire, peut-être t'appelais pour un traiteur, puis c'était dans le cas précis, dans un cas précis, mais là, c'est différent. Alors, il y a des étapes à ne pas sauter. Les étapes à ne pas sauter, ben, c'est simple. Il faut s'asseoir, savoir exactement, trouver un planificateur qui va vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? Bien, c'est d'être clair, de dire, ben, gars, moi, c'est ce que j'ai ça. J'ai déjà mon DJ, puis il est libre, c'est sûr, à la date. Parfait. Puis après ça, ben là, le reste, j'ai rien choisi encore. Good, good. Tantôt, on a couvert un peu quand on te contacte les communications préalables. Fait que souvent, on va arriver à un appel extrêmement rapidement. On va se rencontrer quelques fois. On va avoir des appels téléphoniques. On va arriver à une proposition. On n'accepte pas. On fait des modifications. On arrive la journée de l'événement. Mais à partir de là, ça ressemble à quoi le processus? Je sais qu'il va y avoir des suivis qui vont se faire souvent dans les semaines ou la semaine qui s'en vient. Ça ressemble à quoi la journée de Avant l'événement? l'événement? À partir de quand on signe l'entente, Oui. ça ressemble à quoi la relation entre le client puis le planificateur Ah, OK. Jusqu'à temps qu'on arrive au post-mortem? OK. Bien, dans un premier temps, quand on s'entend avec le client sur une entente, en fait, là, puis on signe l'entente, bien, c'est déjà clair. C'est exemple, dans le cas de mariage, je reviens à mariage encore, là, on va dire, je ne sais pas, moi, on signe en juillet, puis c'est juillet d'après. Bon, on va lui dire tout simplement, bon, bien, la prochaine étape, en attendant, si vous avez des questions, vous nous appelez, parce que là, tout est réservé, tout est fait. D'accord? On sait où on s'en va, là. Autour du 15 mars à peu près, je vais vous faire parvenir le questionnaire. Je vais vous expliquer c'est quoi le questionnaire. Je vais vous donner approximativement 2 semaines pour le compléter, avec mon aide si nécessaire, par téléphone. Puis un coup, vous l'avez complété, moi, je me donne 2 semaines pour préparer une ébauche de déroulement que je vais vous présenter. Alors, on s'en rend compte, on présente l'ébauche, puis c'est de là que ça part. Là, la machine part là. Et exemple, tu sais, il y a des choses, ça pourrait être, s'ils veulent de l'aide pour préparer leur faire-part, disons. Bon, ben, tu sais, on va pas, ça, on ne le fera pas pour eux. Ça, c'est un service qu'on n'offre pas. Parce que c'est extrêmement personnalisé, puis c'est énormément de gestion et d'administration. On va leur donner des conseils, on va les aider, les aiguiller de la meilleure façon de faire ce qu'on connaît, le processus à suivre. Par contre, c'est sûr que les faire-part, ça commence un an avant. Réservez votre date. Puis la deuxième étape, la deuxième communication, mais c'est telle date, voici le mariage de, je sais pas, Claude et Claudine. On se marie le 22 juillet 2024. Alors, vous êtes invités, les enfants aussi. Voici combien que ça coûte. Les adultes, c'est temps. Alors, envoyez-vous Retournez-nous le faire part. Des aspects comme ça, là, tout simplement. Là. Alors, Donc, il y a des aspects qu'on peut juste pas planifier. Là. On peut conseiller, mais on n'ira pas essayer ni choisir la robe que la mariée va porter. Non, effectivement. Puis souvent, les aspects qu'on gère pas, c'est les aspects qui sont le plus le fun dans l'organisation. Les faire part, où est-ce que là, c'est plus en relation avec les invités puis les personnes qui vous sont chères. Puis nous, on va s'occuper, on va dire, le backstage, où est-ce que là, on s'occupe tout du volet organisation avec les intervenants. Les choses qu'on s'occupe pas, là, on va aider, mais on ne s'occupe pas. On ne prend pas ça sur... Exemple, le gâteau. Pour un mariage, le gâteau. On ne s'en occupe absolument pas. On peut référer, on a plein de contacts, mais on ne s'en occupe pas. D'autres choses, la robe du marié, évidemment, les garçons, filles d'honneur, des choses du genre. On va référer aussi pour excuse-moi, pas le révérend, le célébrant. Le célébrant, exactement. On va référer des célébrants, mais on ne s'en occupe pas. Mais encore là, s'il y a un célébrant, on a aussi un déroulement. On va jusque-là aussi parce qu'il y a plein de détails dans le déroulement. Des fois, ils vont dire, ouais, mais ça dure 12 minutes. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a une entrée, il y a un setup à suivre. Vous avez signature, ça prend une table de signature. Le temps qu'il signe, c'est plate. Alors, ça prend de la musique.
il y a plein de petits détails qu'on va leur faire penser. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des éléments qu'on ne s'occupe absolument pas, qui vont être, exemple, le gâteau, les faire-part et puis l'habillement, entre autres. Là. C'est peut-être d'autres petits éléments que j'oublie, là, mais c'est la majorité du temps, c'est ça qu'on ne s'occupera absolument pas. Là. Parfait. Bon, on peut aider, mais on ne s'occupe pas. Parfait. Puis, il y a le déroulement de l'événement, comme on l'a dit tantôt, le planificateur, dans notre cas, va tout coordonner Tout. de A à Z. On l'a couvert quand même assez tantôt. Oui. Après l'événement, c'est quoi qui se passe? Parce que c'est pas l'événement, c'est fini, on repart chez nous, puis on se reparle plus jamais. Là. C'est quoi qui se passe après l'événement? Ben, après l'événement, évidemment, tu sais, c'est chaud. Alors, l'événement se termine et tout ça. On laisse une journée ou deux passer, dépendamment là, ça peut être une semaine, mais on a prévu toujours une petite rencontre, un post-mortem, pour se rencontrer, puis comme discuter de l'événement, savoir comment ça a été pour vous, c'est quoi, est-ce que l'objectif a été atteint, les attentes, est-ce qu'ils ont été rencontrées, et ainsi de suite et tout ça. Et autant pour eux que pour nous, qu'on puisse s'assurer que s'il y a eu des petits pépins, qu'on puisse s'améliorer, si c'est le cas. Là, mais comme je le dis tantôt, il n'y a pas vraiment de problème qui arrive pour lequel on ne peut pas régler. Là. On a pratiquement toujours des solutions à tout problème. Alors, c'est ça, il y a un post-mortem. Puis par la suite, mais si c'est un événement corpo ou des choses comme ça, bien, on va se donner un suivi pour d'autres possibilités d'événements. Ou cet événement-là, c'est récurrent, ben on se reparle quand? Par exemple, si c'est un party de Noël, je ne sais pas, moi, c'est un protocolaire qui revient tous les années. Remise de médailles par un organisme, des prix ou whatever, que ce soit n'importe quoi. Ils font une fois par année une convention au mois de février. Ben, OK, on le termine, on fait le post-mortem, parfait, ça a bien été. Alors, nous, on a encore envie de travailler avec vous. Est-ce que vous avez envie? On ne se prend pas vraiment d'engagement officiel, à moins qu'ils nous donnent, non, c'est sûr qu'on se revoit là. Parfait, quand est-ce que vous planifiez ça? T'sais? Ben, on ne sait pas. Nous autres, on pensait, c'est en février, ben, peut-être à mi-décembre. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Là, les vacances, bon, ça serait peut-être mieux de faire une petite rencontre avant le début des vacances de l'été, puis à la fin des vacances, après la fête du travail. On se rencontre, puis là, on élabore tranquillement. C'est les besoins. Fait que c'est un peu ça. Le post-mortem, là, c'est vraiment... c'est là que ça se termine. OK. Post-mortem. OK, parfait. Puis, au niveau des paiements, ça fonctionne comment? Parce que là, on a parlé post-mortem, mais on n'a pas parlé de paiement final. OK. Je sais c'est quoi la réponse, là. Mais ça fonctionne comment généralement dans le domaine de l'événementiel pour les paiements, la signature du contrat, puis jusqu'à la durée de l'événement? Nous, en principe, de la façon... écoute, je sais un peu comment ça fonctionne ailleurs, mais chacun a sa formule. Alors, nous, dans notre cas, c'est toujours à la signature de l'entente, 30 %. Après ça, 3 mois avant l'événement, c'est un autre 30 %. Puis, une semaine avant l'événement, c'est le dernier 40 %. Alors, c'est simple parce que nous, ce qu'on veut, l'objectif de tout ça, évidemment, c'est un engagement important, là. Puis c'est un contrat qui est très simple, mais qui couvre tous les aspects, là. Alors, tu sais, c'est ce qu'on s'est entendu sur la proposition, c'est exactement ce qui est sur la proposition qui est en annexe sur l'entente. Et l'entente, c'est une page plus l'annexe de la proposition. Alors, c'est pas compliqué, là. Ouais. Et puis au niveau des paiements, c'est inscrit aussi là-dessus. On s'est entendu pour toutes sortes de raisons. Écoutez, je ne sais pas, moi, si la personne dit, écoute, 3 mois avant, attends, moi, ça va être peut-être dur le 15 avril. C'est correct le 20? OK, on va arranger quelque chose, on va le personnaliser. Mais en principe, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. 30 à signature, 33 mois avant et 40 % une semaine avant l'événement. C'est fort simple, c'est que le jour de l'événement, aucun échange d'argent. C'est extrêmement important. Ouais. Et s'il y a des surplus qu'on a déjà établis d'avance, je ne sais pas, on s'occupe du bar totalement, puis là, ben, ils ne savent pas, les consommations qui auraient été payées, tout ça, on connaît la base, mais on ne sait pas, le final, on ne le connaît pas. Alors, si on va établir, on va dire, ben, écoutez, on se rencontre le lundi, on vous arrive avec le rapport détaillé, ventilé, et c'est là qu'on paye, le lundi. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça au niveau du paiement, là.
Ouais, puis ça aussi, un point que tu as mentionné, c'est de ne pas gérer d'argent la journée de l'événement, autant de notre côté, mais aussi s'il y a un montant qui est perçu par aux invités pour qui va couvrir le repas aussi. Ce qu'on conseille, c'est de gérer ça avant la journée de l'événement. Ça se peut que la journée de l'événement, il y ait une corbeille, des dons, des affaires comme ça, mais on ne veut pas avoir à courir après l'argent du monde. La journée du mariage, c'est la Ben, dernière chose qu'on veut faire. mais tu soulèves un point, je veux dire, c'est extrêmement important. Il y a deux aspects. Tantôt, on disait que des choses qu'on ne s'occupe pas aussi, c'est la corbeille. C'est-à-dire que oui, on peut fournir une corbeille et tout ça, sauf qu'on ne la gère pas, puis on la C'est quoi une sécurise pas. corbeille? Ben, une corbeille, en fait, exemple, c'est des invités qui arrivent au mariage et ils vont laisser une enveloppe dans une corbeille avec des sous, exemple, pour le mariage. Je ne sais pas, moi, disons que ça coûte 100 par personne pour le mariage. Quand il y a un coût à payer, souvent, il n'y a pas de corbeille. Mais maintenant, euh, même s'il y a un coût à payer, il va y avoir quand même une corbeille parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent avec une enveloppe, un cadeau. Mais maintenant, les cadeaux, il n'y en a plus vraiment. Ce sont de l'argent. Alors, ils vont placer une enveloppe avec une carte dans la corbeille avec de l'argent dedans. Donc, la corbeille va être placée à un endroit spécifique qu'on établit sur le plan de salle. Et ça, c'est un aspect qu'on ne s'occupe absolument pas. C'est le contenu, la corbeille, le contenu et la gestion de la corbeille, du début à la fin. On s'en occupe pas, question de sécurité, et pas créer d'ambiguïté non plus. Ouais. OK? Il est arrivé une situation, une anecdote, je fais une histoire ultra courte, là, très, très, très longtemps. Il y a une personne au niveau du mariage, on s'occupait de la corbeille, dans le sens que c'est un détail, hein, avoir la corbeille, puis elle est là, mais évidemment, elle est placée à un endroit spécifique, près du livre de signature, et on parle de mariage, entre autres, là. C'est parce que des corbeilles, ça n'existe pas vraiment pour autre chose, là. Et il y a un invité qui est allé chercher des enveloppes dans la corbeille. Il manquait de l'argent. Alors, les invités, parce que là, ils ont commencé, mais là, ça a créé une ambiguïté. Nous, on savait qu'on n'a rien fait, là. T'sais. Plus tard, ils ont su qui avait fouillé dans la corbeille. Mais pendant le temps entre qu'il manquait de l'argent jusqu'à qu'ils découvrent qui, ben il y avait de l'ambiguïté. Nous, on se sentait très mal. Parce qu'on avait, écoute, on n'a jamais pensé qu'on devait pratiquement mettre un garde de sécurité à côté, là, tu sais. Ouais. Alors, dans tout, maintenant, il n'y a pas un événement pour lequel on s'occupe de ça. C'est clair dans l'entente que la corbeille, exemple, on va vous aider pour la corbeille, on va vous suggérer, on peut même la faire si vous voulez, c'est dépendamment de ce qu'on s'entend. Par contre, vous allez nommer une personne de votre gang qui est en charge de la corbeille, du début à la fin. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que Puis aussi, faut pas se fier à la corbeille pour payer le mariage non plus. Puis maintenant. Parce que tu m'as déjà raconté des expériences de... Il y en a peut-être qui se basaient sur la corbeille pour payer une partie, mais que dans les invités, il y en a qui faisaient des chèques sans fond, qui mettaient une enveloppe littéralement vide, juste pour qu'on les voit mettre une enveloppe, mais qu'on ne sache pas quand on va l'ouvrir, c'est qui a mis une enveloppe vide. Fait que tu sais, t'as-tu d'autres expériences comme ça qui... Bien, en fait, aussi, ça, c'est des cas qui n'arrivent pas arrivé. Ça arrive de temps à autre, mais c'est pas La norme. c'est pas la norme, là. Par contre, il y a des situations pour lesquelles, je sais pas, il y a des gens qui sont encore des années 70-80 qui, eux autres, ils mettent 20$ par personne. T'sais, sachant qu'aujourd'hui, on s'entend qu'à 20$, tu n'as pas grand-chose à part d'une pizza, une petite pizza. T'sais. Alors, fait que quand tu arrives, puis ça t'a coûté 100$ par personne, parce que ça va vite, là. Alors, là, tu te dis, écoute bien, je veux bien récupérer, mais là, ça me coûte 80 par personne parce qu'ils ont mis 20$ par personne. C'est pour ça que c'est important de clarifier ça avec les gens au départ, de dire, écoutez, si vous payez, c'est correct que vous payez tout. Vous faites une corbeille, mais attendez-vous pas, ça va juste être une belle surprise s'il y en a beaucoup. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, écoutez, honnêtement, là, dans la majorité des cas, ça va être entre 30 et 50% à peu près du montant total du coût que ce que vous allez recueillir en moyenne, là, je parle, dans la corbeille. Puis j'exagère aucunement, là. Je suis même, je suis pas conservateur, mais je suis très généreux là, dans mon pourcentage. Ouais.
Alors, c'est ça. La danse des mariés, ça existe encore, mais c'est plus très payant. Tu sais, les gens vont y aller encore, premièrement, hein, tu sais, on ne met plus rien accroché après la robe, là, ça se fait plus, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que pensez pas de récolter de l'argent à part de charger au départ. Ouais. Puis c'est ça. Comme on l'a dit, on veut pas se concentrer sur l'aspect monétaire, la Pas journée du du tout. mariage. Ça coupe l'ambiance, mettons. Là. Ça coupe Exactement. le romantisme. Oui. Puis ce qui est important, c'est ça, tu l'as noté tantôt, euh, c'est que le fait que les gens, quand ils arrivent, exemple, au mariage, encore là, je parle de mariage, là, mais les gens qui arrivent au mariage et qui vont payer une somme, X somme, puis que toi, tu t'attends à avoir, je sais pas moi, à payer 15 000 ton mariage, puis tu t'attends à ce que ce 15 000-là se récupère avec ces types de fonctionnement-là, euh, tu risques fortement d'être très, 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 très déçu, là. Alors, il ne faut pas s'attendre à ça, là. Il ne faut pas s'attendre à un remboursement total, croyez-moi. Good. T'as-tu d'autres anecdotes que des histoires drôles, fun, pas le fun, que t'as vécu qui seraient pertinentes à raconter? Ben, des histoires, écoute, il y a toutes sortes de petites histoires, là, tu sais. Malheureusement, une mariée qui ne s'est pas présentée. Elle avait décidé de plus se présenter. Non, c'était vraiment arrivé. C'est arrivé une fois, tu sais. Une mariée qui a décidé de ne pas se présenter. Un corpo pour lequel, dans les invitations, ils n'ont pas donné à bonne heure. OK. Alors, c'était un corpo qui commençait à 11 heures le matin. À nous, tous les suivis qu'on avait faits avec notre client, tout était parfait, mais il y a eu une erreur et ils ont invité tout le monde à 17 heures. Ouh, OK. C'était quelque chose, ça, tu sais. C'est pour ça que maintenant, on demande à tout voir. On s'implique même au niveau des exemple, des communications, excusez, du plan de communication. On ne le fait pas, mais on est là on fait un suivi. Par contre, c'est pour essayer de minimiser le risque d'erreur, tu sais. Il y a des petites choses comme ça, mais tu sais, des catastrophes, là, il n'y en a pas eu vraiment, tu sais. Des endroits pour lesquels, je ne sais pas, ils s'attendaient. Ça, je suis particulièrement fier d'une chose, à un moment donné, puis tu sais, d'allumer des lumières là, avec les gens, c'est vraiment important. Puis de minimiser leur attente. Ce que je veux dire par là, c'est exemple, j'ai une personne qui se mariait à Pointe-du-Moulin, à Vaudreuil, qui est un superbe endroit. C'était la journée de ses rêves. Et pour elle, tout était en fonction de la température. C'est impossible qu'il ne fasse pas beau. Mais en discutant avec et tout ça, au départ, on dit, écoutez, là, ça prend un plan B. Si ça ne fonctionne pas, le plan B devient le plan A. Fait qu'il ne faut pas être dessus, là. On ne perd rien. On va juste agir de façon différente. Le déroulement va être relativement le même, mais il y a des aspects différents. Tu sais. Écoute, ça a été le déluge la journée même. C'était incroyable. Elle m'a appelé, tu sais, le matin, elle m'appelle, puis écoute, elle m'aurait tout donné pour que je puisse changer la température, tu sais, ce qui était impossible à faire. Mais finalement, tu sais, nous, on était tellement prêts à toute éventualité qu'elle a eu un mariage de rêve. Elle n'en revenait pas après. Même encore, elle m'en parle encore, parce que c'est quelqu'un qui est devenu près de moi, là, puis devenu une amie au fil des années, là, et qu'elle me parle encore de ça, à quel point que malgré le déluge, elle n'a rien vu de ça. Tu sais, ça a été la panique totale le matin, même si elle était avisée, tu sais, elle pouvait s'en attendre, mais malheureusement, c'est pas nous autres qui décident, hein, c'est lui en haut. Fait que essayez de prévoir qu'il y a eu des anecdotes du genre, mais tu sais, de rien, toutes des petites affaires croquantes. Mais si vous avez envie d'entendre des anecdotes, là, dans nos prochaines discussions, messieurs, dames, appelez-nous, on va vous en parler. Parfait. T'as-tu d'autres sujets que tu voulais couvrir? Ben, sujet, écoute, en fait, j'invite tout le monde à aller voir notre site qui est signaturedémentiel.com, signaturedémentiel avec un S.com. Et il y a aussi une boutique en ligne qui est super intéressante pour laquelle on a un partenaire extrêmement impliqué, qui est notre directeur des opérations, Michael, qui a monté une boutique en ligne qui est vraiment le fun. Alors, je vous invite à aller la voir. Vous avez des heures de cueillette, la date, l'heure, les heures et tout ça. C'est vraiment, vraiment bien fait.
Puis, disons que vous n'avez pas besoin de rien, allez le voir quand même parce qu'on a besoin de vos commentaires. Si vous voyez des choses qu'on pourrait améliorer, nous, à nos yeux, pour le moment, on ne voit pas ce qu'on peut améliorer, mais c'est sûr qu'il y en a. Alors, allez voir ça. Vous pouvez louer du stock avec que ce soit des nappes. Tout l'espace de décoration est là. Alors, allez voir ça, puis on fait tout. Toutes les infos vont être dans la description. Toutes les infos. Ah, OK. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. Ça va être à l'écran. C'est ça qui va dérouler au bas de l'écran? Pas à l'écran, dans la description, en dessous du vidéo. Fait que si t'as pas rien d'autre, merci d'être passé. Ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup, Michael. Ça a été extrêmement intéressant. Puis je trouve ça le fun de passer au travers ça. Là. Good. Merci. On a vu dans le podcast que ça peut être stressant et compliqué à organiser un événement. Pour avoir un événement réussi, faites affaire avec un professionnel. Appelez-moi, c'est gratuit. Bonne fin de journée.